Vled et Assermandax de la Tronchambier vont nous présenter ce soir leur conférence débat Le cerveau dans la boîte. On est ravis de les accueillir. D'abord, grand merci parce que bon, c'était pas évident de communiquer là-dessus, de lancer ce genre d'initiative dans ce cadre-là. Et on tenait beaucoup à ce qu'effectivement, il y ait un peu de monde quand même ce soir, ce qui est le cas, ce qui est déjà le premier pari, d'avoir des professionnels. Alors, il y a même des étudiants, c'est terrible. De tous horizons, avec des champs d'intervention, des cultures professionnelles différentes. Ça, c'est important parce que les choses qui vont être évoquées ce soir, elles nous concernent tous. Elles ont forcément une résonance sur nos pratiques professionnelles. Le but du jeu étant que cette conférence spectacle ne soit pas juste un événement ponctuel, mais bien le démarrage d'un travail avec vous, collectivement, sur un certain nombre de questions qui vont faire sens pour vous, en tout cas on l'espère. Ça, c'est quelque chose d'important. Je voulais préciser deux petits autres éléments qui sont important à mettre en avant là ce soir. La conférence spectacle qu'on vous propose, elle se met en place dans le cadre d'un plan de lutte contre les discriminations que j'ai la chance de piloter depuis quelques années. C'est une espèce aujourd'hui de double première. C'est d'abord une première pour eux, Vled et Mandax, parce que le format qui est proposé là, 1h15 à peu près, de conférence spectacle, c'est pas forcément des choses qu'ils font de manière systématique, ils sont pas forcément sur ce modèle-là à chaque fois. Ils envisagent, je le dis tout de suite, d'en faire leur profession. Voilà. Donc nous, on est très contents de pouvoir leur permettre aussi d'être un peu en rodage là-dessus, de tenter des choses autour de ces questions-là. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. C'est une première aussi pour eux parce qu'on est dans un cadre d'une commande publique, ce qui est tout à fait nouveau pour vous, face à un public qui est aussi un public assez nouveau pour vous, qui avait plutôt tendance à intervenir dans le milieu universitaire, scientifique, dans des conventions de geeks, etc. Donc ça aussi c'est nouveau. Et puis c'est très nouveau aussi parce que pour faire ce qu'ils vont faire là ce soir, ils sont payés. Donc ça c'est assez extraordinaire. C'est aussi une première pour nous, professionnels, collectivités, parce que ce format-là, on le connaît peu, parce que finalement, le monde des youtubeurs, de l'Internet, c'est quelque chose qu'on connaît peu, sur lequel on travaille pas forcément de manière systématique, ça c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne fait pas partie de nos pratiques au quotidien, de nos pratiques professionnelles. Alors que depuis 1 an et demi, 2 ans, en tous les cas, il y a là une production de contenu extrêmement riche, extrêmement varié, très pédagogique, qui est tout de suite accessible, qui est disponible et qui est d'une grande qualité. La Tronchambier fait partie des vulgarisateurs qui sont quand même capables de rendre attractifs des questions qui spontanément ont tendance à repousser à peu près tout le monde. Donc j'arrête de vous embêter, je vais laisser Vled et Assermandax à l'œuvre sur cette conférence spectacle. Merci et à tout à l'heure. Alors bonsoir à tous. Magnifique. Cette entrée est extrêmement peu théâtrale vu que vous nous voyez depuis tout à l'heure, mais je vous assure qu'à la caméra, ça va rendre du tonnerre quand on le mettra sur YouTube. Parce que là, on vient à peine de rentrer dans le champ. Alors ça fait super plaisir d'être là. On remercie toutes les personnes qui nous ont permis de l'être. Et on vous remercie vous, parce qu'en plus, on s'est vraiment assuré qu'il y avait un prérequis pour que vous soyez tous présents ici. C'est que, figurez-vous, vous avez tous un cerveau. On a vérifié à l'entrée, je crois. Élément extrêmement intéressant. Et avec ce cerveau, on va faire des expériences, figurez-vous, parce que vous vous en rendrez compte au fur et à mesure de la soirée, on aime beaucoup les expériences. Voilà. Alors moi, j'aime pas trop le cerveau, parce que, alors, si je me sais pas remettre dans mon texte, là, il y a un truc sur le cerveau. D'abord, on va aller voir un peu et se méfier de ce qu'il y a dans la tête. Et votre cerveau, en fait, il est tout pourri. Voilà. Donc ça ressemble à ça, c'est tout pourri, c'est très moche, c'est très fragile, donc vous avez une sorte de boîte crânienne pour le protéger parce que sinon il tombe en miettes. En plus, il est très gourmand, ça consomme tout le sucre que vous consommez. Tout seul, il fait rien, il est feignant, donc c'est tout pourri. Il bouge pas
Et dans la nature, vous avez des arbres, des méduses et plein de choses très très belles qui font depuis des milliards d'années des choses magnifiques sans un seul neurone. Donc s'il vous plaît, débarrassez-vous de votre cerveau. Alors, je vais tenter avec un succès que j'espère que j'espère certain d'être le capital sympathie de la soirée. Et moi, je vais vous dire que votre cerveau, en fait, il est globalement plutôt cool. Hein. Déjà, c'est l'organe qui permet la compréhension du monde. Et c'est bien de comprendre les choses. Après, ça permet de frimer en soirée. C'est aussi la structure la plus complexe de l'univers connu. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Mais surtout, c'est le signe de la conscience. Et il vous permet de lire dans l'esprit des gens. Tu parles de télépathie? Je parle de télépathie. Je suis très sceptique. Tu as le droit d'être Je sceptique. suis très sceptique. Je n'y crois pas, d'ailleurs. Et quand on est sceptique, À la on télépathie. demandait des expériences et des preuves, tout à fait. Bonne réponse du public. Tu veux qu'on teste la télépathie? On va tester la télépathie. Comme Pour- s'il y avait une chaise prévue depuis le départ. Mais tu te Ouais. moques de qui, là? Bon, très bien. Chaise prévue pour accueillir un postérieur, le postérieur d'une personne du public. Eh ben, Vlad va se déplacer dans la salle et nous ramener un fort beau spécimen. Alors, Ah. que les volontaires lèvent la main. Un volontaire désigné ou une volontaire désignée? Un ou une volontaire désignée? Personne? Jean-Marc. Qui est Jean-Marc. Allez, Merci pour Jean-Marc. merci Jean-Marc et merci le public délationnel. Aucun respect. Bonjour Jean-Marc, comment vous appelez-vous? Jean-Marc. Enchanté, installez-vous. Donc nous allons tenter de prouver que la télépathie existe. Absolument. Pour ça, on va vous soumettre donc à l'expérience, on va vous montrer un objet, Jean-Marc. Vous allez regarder l'objet, vous concentrez sur l'objet, on le place dans le chapeau. Voilà. Et vous vous concentrez. Et vous projetez le nom de l'objet vers le public. Ok? Et vous travaillez aussi, vous vous concentrez sur ce qui se passe et vous réfléchissez au mot qui est dans l'esprit de Jean-Marc. Et quand tout le monde est prêt, Vlad va procéder à la vérification. On est prêt? Parce que c'est très précis comme expérience. Voilà, Vlad. Voilà. Nous avons toujours notre chapeau qui est ici. Et maintenant, la question que je vais vous poser est extrêmement simple. Si je demandais à Jean-Marc ce qui se trouve dans le chapeau, que me répondrait-il? 1, 2, 3. 1. Mais Param- voilà, un gobelet en plastique qui a été récupéré dans la machine à café qui est juste là. Alors, on va vérifier. Donc, c'est la partie vérification de l'expérience. Jean-Marc, quel... Non, bah oui, mais là, il a foutu en l'air l'expérience. Alors, bon, on va tout recommencer. A priori, Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans le chapeau? Un gobelet vert. Donc, le public avait raison. Ok, Alors, vous l'avez désigné, hein, c'était pas notre complice. Malgré tout... Enfin, bon... Parce que là, t'es foutu... Je sais. On est en rodage. Hein, Je ça suis sent- un incorrigible troll. On est en rodage et notre cerveau n'est pas encore totalement prêt. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été capable de lire dans l'esprit de Jean-Marc qu'il pensait qu'il y avait un gobelet vert dans le chapeau, alors qu'en fait non. Vous savez qu'il y avait autre chose dans le chapeau. Et mine de rien, vous avez donc lu dans l'esprit de Jean-Marc. C'est extrêmement subtil. Vous n'avez pas donné l'information que vous possédiez, mais l'information qu'il avait. Donc vous saviez l'information que lui avait. Donc vous savez lire dans l'esprit des gens. C'était la démonstration. Alors c'est pas super impressionnant, mais... Ah, quand même. Et donc alors, qu'est-ce qui se passe? Comment on acquiert cette capacité spéciale, Vlad? Où tu vas? Attends, Ah, bah tiens, j'ai perdu le... Ah. mais ça c'est plus tard. Non, je le récupère maintenant. Bon. Cette capacité spéciale s'acquiert aux alentours de 4 ans de manière tout à fait naturelle. Pas besoin d'une exposition prolongée aux radiations et pas besoin de se faire piquer par une araignée dégueulasse. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Absolument. Voilà. Donc 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Alors, du coup, on va refaire l'expérience, Jean-Marc, Mhm. mais en mode j'ai 3 ans. Voilà. Donc, oui, là, vous ressemblez à ça. Donc, Voilà. vous avez 3 ans Quel ravissant. et Vlad va vous montrer quelque chose. Oui. Chose que j'ai été récupérée sur la table tout à l'heure. Voilà. Voilà, bon, bah, et vraiment là, c'est la catastrophe c'est dommage. totale, tout fout le camp. Bon, C'est dommage. Mais bon, allez, on va partir du principe que cet homme est de bonne foi. je vais m'enfuir. Mais non, reviens. Mandax, tu en fais trop, comme d'habitude. Alors, nous avons ici une boîte de biscuits dont nous n'allons pas citer le nom. Pour des raisons évidentes de placement de produits. On ne voudrait pas qu'on nous accuse de ça sur YouTube, c'est quand même monnaie courante. Voilà. Et donc, si nous montrions cette boîte au petit Jean-Marc de 3 ans... C'est très Alors- bien. C'est très bien joué. Donc, il a dit non. Acteur studio, très bien, méthode Stanislavski, c'est excellent. Et qu'on lui demandait ce qu'il y a dans cette boîte. Eh bien, qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de gâteau, Jean-Marc? Qu'est-ce qu'il y a?
Bon, allez, on joue le jeu. Voilà, il en veut. Excellent. Merci pour le troll. Parfait. Pour tous ceux qui voulaient que Jean-Marc soit là. On l'applaudit parce que la prestation d'acteur est quand même assez exceptionnelle. Donc, si on posait la question avec un paquet intact, Oui. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Sans regarder. Des gâteaux. Des gâteaux, il dirait des gâteaux. Il dirait des gâteaux. Et Tout du à coup, fait. on va vérifier. On ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Jean-Marc? Attention, le suspense est à son comble. Des nouilles. C'est des nouilles, donc c'est pas des gâteaux. La Donc- déception est à son comble aussi. Voilà, donc deuxième Récupérer. phase de l'expérience, c'est là où c'est intéressant. Si maintenant on demandait à Olivier, par exemple, à Monsieur Pipard, qui n'est pas là, qui n'a pas vu l'expérience, Absolument. si on lui demandait qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de gâteaux, qu'est-ce qu'il dirait, Olivier? Rien. Non mais, Olivier, non mais, C'est un peu trop pertinent pour un gosse de 3 oui, ans. non mais d'accord. Non mais oui. Oui, mais admettons, voilà, alors, mon petit Jean-Marc, admettons, Oui, Olivier, non, Oui, c'est- Jacques. c'est mon Dax. Si Olivier venait là et qu'on lui montrait la boîte et qu'on lui disait qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, qu'est-ce que le petit Jean-Marc 3 ans dirait? Mes gâteaux. C'est une réponse Ah, que j'accepte. Mes spaghettis. Mes pâtes. Voilà. Mes nouilles. Voilà, le petit Jean-Marc 3 ans, il penserait que Olivier il est au courant qu'elle est pas, parce que lui il sait ce qu'il y a dans la boîte On va se relever pour des raisons évidentes de cadre Voilà. de caméra. pour la caméra. Donc, parce qu'à 3 ans, il ne sait pas encore comment ça marche. Absolument, la Explique-nous tout théorie de l'esprit ne s'est pas encore développée. Et par conséquent, le petit Jean-Marc n'est pas capable de savoir que le monde extérieur a accès à des informations qui ne sont pas les mêmes que les siennes. Et ça, c'est quand même quelque chose de suffisamment balèze. En plus, le fait de savoir que le monde extérieur n'a pas accès à toutes les informations que vous possédez, ça permet de mentir. Voilà. Donc faites Donc, attention les parents. Si à les partir de parents dans 4 la ans. salle, sachez qu'à partir de 4 ans, votre enfant sait qu'il peut mentir. Et ça change tout. Hein. Alors, Cool. avant de développer, on va remercier le petit Jean-Marc et le grand Jean-Marc. Merci petit Jean-Marc. 3 et 25 ans. Et Voilà. on va parler de ce que c'est que la théorie de l'esprit. Oui. Donc, il y a la capacité à lire dans l'esprit des gens. Et en fait, elle existe sous 4 différents ordres, en gros, si j'arrive à faire marcher la machine. Voilà. Donc, ordre 1, 2, 3, 4. Donc, le premier ordre, c'est ce qu'on a vu. C'est la capacité de comprendre ce qu'il y a dans la pensée des gens. OK? Simple. C'est ce que vous avez fait en Deuxième premier. ordre de la théorie d'esprit, c'est être capable d'inférer ce que l'autre pense d'un tiers. C'est ce qu'on a fait lorsque Jean-Marc pense à ce que pense Olivier. OK? Ça va jusque-là? Bien. Troisième ordre de la théorie d'esprit, c'est faire en sorte que l'autre comprenne ce que moi je pense. Donc ça, c'est intéressant. On est une espèce sociale, on a tout intérêt à ce que l'autre comprenne ce que je veux pour qu'il me le donne à un moment donné. Et le quatrième, donc le plus intéressant, c'est faire en sorte que l'autre croit que je pense quelque chose que je sais être faux, en fait, ou que je ne pense pas. Donc c'est mentir. Et ce quatrième ordre, jusqu'à présent, on n'a trouvé que chez l'être humain. Les autres, on les trouve chez les animaux, notamment chez les corbeaux, qui savent quand ils sont espionnés. Un corbeau, c'est foutrement intelligent. Mais le quatrième, le menteur, c'est l'être humain, jusqu'à présent. On n'a pas prouvé le contraire. Je persiste à penser que les chats seraient capables de mentir s'ils pouvaient parler, mais bon. Les chats sont le mal à incarner. mais bon. Perfide, malveillant, horrible ce bestiole. Intolérable. Donc voilà pour cette première expérience sur la théorie de l'esprit. Et donc j'ai une deuxième expérience sur... ah oui, parce que donc, au-delà de cette capacité particulière qu'on a réussi à montrer, j'aimerais qu'on prouve que maintenant que la télékinésie existe, si vous voulez bien. On s'en fout. Est-ce que vous voulez qu'on prouve que la télékinésie existe? J'étais pas au courant de ça, je me désolidarise. Oui, bah, voilà. Alors, on prouve la télékinésie. Donc, pour cela, j'ai besoin que vous vous concentriez sur moi. Donc, la télékinésie, c'est quoi? C'est la capacité de l'esprit à agir sur la matière, donc bouger les choses à distance. Okay, donc, j'ai besoin que tous ceux d'entre vous qui pensent qu'ils ont ce pouvoir de télékinésie, Ça va pas marcher, mon Dax. s'il vous plaît, Non. concentrez-vous. Et maintenant, levez mon bras. Ça marche pas, mon Dax. Attends, Non, je sens une force. non. Je- Ça ne marche pas. Je sens un mouvement. Mandax, Il a la bougé télékinésie n'existe pas. Mais j'avais préparé des slides au cas où on réussit à prouver pour la première fois que la télékinésie existe. Mais non. Tu veux jamais que ça marche, alors après ça marche Désolé, pas. la télékinésie ne fait pas partie des super pouvoirs du cerveau. Et je trouve que la télépathie, c'est déjà pas mal, personnellement. Hein. Tant pis, on prouvera ça une prochaine fois. Donc, qu'est-ce pas. qu'on a après? Donc, le rôle capital de la théorie d'esprit. Tu peux nous parler de la reconnaissance de l'agenticité? Je peux parler de la reconnaissance de l'agenticité. Oui, la reconnaissance de l'agenticité, c'est tout simplement la capacité, qui n'est pas toujours une capacité forcément très très positive, que nous avons à reconnaître de l'agenticité à l'extérieur. C'est plutôt logique. L'agenticité, c'est le fait de voir qu'une chose a été engendrée par la volonté d'une autre. Voilà, c'est distinguer un agent d'un non-agent.
Tout à fait. Donc, un agent, c'est quelque chose qui agit sur son environnement. Et les enfants, avant de savoir parler, savent distinguer ça. Ils savent que la boîte, elle fait rien, alors que le petit chien, il va bouger. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est très, très profond dans notre esprit. Dès le départ, on sait distinguer ces choses-là. Sauf que du coup, on a tendance à tout ranger dans une case ou dans l'autre. Un peu instinctivement. Et ça va marcher. C'est des rudement jolis slides. C'est pas grave s'ils déconnent Non, et qu'on mais- reste longtemps dessus. Non, mais c'est bien, mais là, ça ne veut plus marcher. Bon, je vais faire ça. Et donc, nous avons donc dans la tête, à cause de ça en particulier, une grille de lecture dans la tête que Vlad va vous présenter. Donc ça, c'est quelque chose qui est indépendant de ce que la science nous dit. C'est ce que l'esprit voit instinctivement. C'est ce que l'esprit voit de manière totalement instinctive et que vous faites dans la vie de tous les jours. Par exemple, ici, vous voyez 2 animaux. Et vous savez que ce ne sont pas les mêmes types d'animaux. On a d'un côté un volatile et on a d'autre un mammifère. Donc on va déjà les ranger l'un et l'autre dans une case bien distincte. Et à côté de ces 2 animaux-là, on va voir d'autres types d'animaux, comme par exemple, voilà, volatile dans la case des volatiles. Tout cela semble tout à fait logique. On va voir d'autres types d'animaux, comme les animaux marins. Tout cela étant dans le domaine du vivant, dans lequel on va aussi ranger les arbres, par exemple, et tout un tas d'autres organismes vivants qui sont un petit peu borderline, on ne sait pas ce qu'ils font. Grande catégorie du vivant, à côté de laquelle on va voir tout ce qui n'est pas vivant, mais qui est du domaine du naturel, les événements naturels, toutes ces choses-là. À côté de ça, les artefacts, les choses qui sont faites par l'homme, qu'on ne retrouve pas dans la nature en l'état. Choses faites par l'homme, justement. Homme qui a droit à une case à lui tout seul. Parce que ça, c'est l'une des choses extrêmement intéressantes, c'est que notre cerveau, comme on l'a dit en tout début de conférence, est un organe de la coopération. C'est l'organe qui va nous permettre d'interagir avec les autres êtres humains. Et l'une des plus grandes capacités du cerveau, justement, c'est ça. Et c'est à ça qu'il sert en majorité. Et du coup, ça fait que des fois, on se plante un petit peu. Voilà. Et donc, on a une grande partie du cerveau qui sert à reconnaître les visages et à reconnaître leurs expressions. On va parler de cette ère-là plus tard. Et je vais me poster près du PC parce que ça marche plus. Va donc te poster près Voilà, du je te PC. laisse parler des visages. Voilà, déjà, on a tous plus ou moins vu un animal une fois dans sa vie. Globalement, même si on s'amuse à coller des expressions sur eux, on n'est pas capable de repérer des tas d'expressions sur le visage d'un bichon frisé, par exemple. On sait quand il a peur, on sait quand il est en colère, on sait quand il est content, mais globalement, c'est pas immense. Et on a des difficultés à reconnaître un bichon frisé d'un autre. Par contre, pour les humains, pas du tout. 2 êtres humains qui sont différents, on va tout de suite être capable de dire que ce ne sont pas la même personne. Et encore plus subtil que ça, on va pouvoir reconnaître une grande frise d'expressions faciales totalement différentes. Ici, il y en a tout de même un petit paquet, et vous êtes capable de reconnaître toutes les imperceptibles différences qui existent dans ces différents visages. Et ça, c'est extrêmement utile, parce que si notre cerveau nous permet effectivement de lire dans les pensées des gens, il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans la coopération, c'est le fait de permettre aux gens de lire ce que nous, on a dans la tête, et donc de leur indiquer ce qu'on pense, grâce notamment à nos expressions faciales. Voilà. Et donc, on a dans notre cerveau ce qu'on appelait un système de détection hypersensible d'agents, en fait. Donc, on va avoir tendance à toujours tout lire comme ça. Donc, on va utiliser notre capacité à comprendre les êtres humains hors contexte. Et donc, on va voir de l'humain là où il n'y en a pas. Et notamment, Notamment en ce moment, entre agents et non-agents, on a tous tendance à avoir envie de fracasser une télécommande lorsqu'elle ne va pas fonctionner. Vous voyez, ou une pelle, allez savoir. Donc, on attribue à l'objet des intentions. Et dans cette salle, je pense que 100% des gens qui ont une télévision ou un téléviseur ont dit un jour, la télé, elle ne veut pas s'allumer. sauf que la télé n'a pas de volonté propre, donc dire que la télé ne veut pas s'allumer, Voilà. Vous avez tort de dire ça. Mais c'est bon. pas vraiment pertinent. Mais voilà, on va associer à cet objet-là des caractéristiques purement humaines. Voilà. Et donc ensuite les écoles. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que le cerveau fait ça? C'est pas parce qu'il est mal foutu, c'est parce qu'il est fait pour ça en fait. Et donc on va regarder un peu ce que dit l'évolution. Ça c'est la partie que j'aime bien. Voilà. Globalement, ça aide pour survivre. Alors si on remonte dans l'arbre évolutif du vivant, et je sais que Vlad engendre une question parce que là il ne retient jamais la réponse. Oui Vlad. En fait, je sais pas comment elle a fait la baleine pour monter dans l'arbre. C'était la blague de Vlad. Donc si on remonte notre arbre évolutif jusqu'à il y a environ 100 millions d'années, notre ancêtre, qui était l'ancêtre aussi des écureuils et des lapins, je crois, enfin des chauves-souris, non, bon, bref, ressemblait un petit peu à ça. Et pesait 20 grammes, je crois. Il faisait, à l'époque où les ancêtres des oiseaux ressemblaient à ça. Ce qui fait que la bestiole avait un stress permanent. Et dès qu'il y avait du bruit, il valait mieux
s'en apercevoir et réagir accordingly. J'ai pas le mot français, c'est fou. Bref, en conséquence. Et du coup, alors, qu'est-ce qui se passe? On a 4 possibilités. Soit dans la réalité, on a un danger ou on n'en a pas, et soit on perçoit un danger, soit on n'en perçoit pas. 2 fois 2 égale 4, jusque-là ça va. Donc on va regarder ce qui se passe quand il n'y a pas de danger dans le monde extérieur. Il n'y a pas de danger, je perçois pas de danger, bah voilà, je dirais un état de plus, il n'y a pas de danger. Ça va. Il n'y a pas de danger et j'en perçois un. Qu'est-ce qui se passe? Je stresse. J'ai une fausse frayeur, éventuellement je lâche mon sandwich, mais bon, je pas une grosse, je m'enfuis, mais il n'y a pas trop de conséquences. S'il y a un danger dehors et que je le perçois, bah je réagis, donc je m'enfuis ou je fais face. Courage fuyant, c'est S'il y a un parfait. danger et que je le vois pas, là il y a des conséquences dramatiques. Ok, l'image est un peu anachronique, hein, il y a pas de. Ok. Maintenant, si je traduis ça en termes darwiniens. Alors donc, là, on a une erreur qui est un faux positif. Je vois un danger, là, il n'y en a pas. Là, on a un faux négatif. Il n'y a pas de danger, j'en vois un. Il y a un danger, j'en vois pas. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas. Une erreur. Bon. Soit on a un faux positif, il n'y a pas de danger, j'en vois un. Soit il y a un faux négatif, il y a un danger, j'en vois pas. Donc 2 types d'erreurs, et on va voir que les conséquences ne sont pas les mêmes. En termes darwiniens, le faux négatif, là-haut, eh ben, vous finissez en déjeuner, vous êtes mort, vous êtes éjecté, éliminé du jeu d'évolution. Au revoir. Si vous commettez l'autre erreur, le faux positif, bah, vous êtes stressé un peu tout le temps. Vous êtes un peu sur les nerfs, mais globalement, vous restez en vie et vous avez gagné au jeu de l'évolution. Voilà. D'après vous, qui va transmettre ces gènes? Les gros flippés ou ceux qui sont en bas de la... hein? Voilà. Donc, si vous êtes un peu flippé tout le temps, un peu parano, c'est normal parce que c'est la conséquence de la théorie d'évolution avec ce paramètre-là. Okay. Merci l'évolution, putain. Voilà. Donc, la conséquence, c'est qu'on a tous tendance à surinterpréter notre environnement pour voir du danger et donc de l'intention, là, il n'y en a pas. Parce que nos ancêtres n'étaient pas des lions, c'était des petites bestioles comme ça qui se faisaient bouffer par tout le monde. On s'est plutôt bien démerdé hein, dans l'évolution, globalement. Regardez ces magnifiques choses que nous sommes devenus, Voilà. vous et moi. Oui, Tous plus ou moins. oui, enfin, il y a des ratés aussi. Hein. Et donc, cette capacité à lire de l'intention dans les objets, on va l'illustrer avec un petit film qui date de 1944, Oui. un film fait par des chercheurs, où vous allez vous expliquer ce qu'on y voit. Alors ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Et globalement, je pense qu'on a tous plus ou moins pensé la même chose. On va le relancer. Et on débute par une belle histoire d'amour. Ou en tout cas, une bonne relation entre un petit triangle et un petit rond. Qui batifole. Regardez comme il s'amuse. Oui, il joue. Et le gros triangle sort, il est plutôt pas content. Et il commence à un petit peu foutre sur la gueule du petit triangle. Pendant que le petit rond s'en va. Peut-être c'est la fille du gros triangle, en tout cas c'est ce qu'on est globalement plus ou moins amené à penser. Pendant ce temps, le gros triangle continue à bolosser petit triangle, qui est sans doute le prétendant. Voilà, la fille observe, elle a peur, elle essaie de s'interposer, mais elle a un petit peur quand même, alors elle fout le camp. Elle s'en va. Gros triangle est en colère. Il continue à inviter petit triangle à foutre le camp, et puis s'approche d'un air particulièrement menaçant vers petit triangle. Petit rond, c'est petit rond en fait. Vers petit rond. Ça va mal finir là, on le sent pas très bien. Là, petit rond est un petit peu paniqué. Et gros triangle s'énerve.
Gros triangle, la menace. Petit rond, full camp, avec petit triangle qui était venu pour les délivrer d'un air héroïque. Et il tourne autour de la maison. Voilà. Gros triangle les cherche. Et gros triangle ne les trouve pas. Gros triangle, il est vénère. Hein. Alors, gros triangle, il démonte la porte de sa maison, il démonte les murs de sa maison, et ça se termine comme ça. Vous avez 2 triangles, un rond et des traits sur l'image, et déjà vous voyez une histoire. Alors soit vous êtes des malades mentaux, soit vous êtes normaux. Globalement, Voilà. statistiquement, on va dire qu'on est tous normaux. Et ça, c'est à cause ou grâce à la théorie de l'esprit. Voilà. Et donc cette théorie d'esprit, qui est illustrée avec ce beau cerveau qui irradie de lumière, fait que nous voyons des entités invisibles. Le triangle, on lui a conféré des intentions, des propriétés qui n'existent pas. On a imaginé que c'était un être vivant animé. Donc on a imaginé tous des attributs invisibles. Et on fait ça depuis la nuit des temps, puisque depuis très longtemps, on attribue des intentions à l'orage, aux tornades, aux tsunamis. Les éclipses sont également des choses qui sont commandées. Et puis les éruptions, etc. Depuis très longtemps, les gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait se disaient c'est forcément le résultat d'une intention. Il y a forcément une volonté derrière ça. Et chercher la raison de cette volonté, du coup. Et il y a d'autres choses Et qui répondent exactement aux mêmes critères, parce que on va lorsqu'on parler d'autre chose. Ouais, il paraît que ça vexe les gens quand je parle de ça. Donc Oui, on va parler non, d'autre chose. non. On va parler de la deuxième partie maintenant des biais de perception. Absolument. Des perceptions qui sont extrêmement intéressants, un petit peu flippants quand même. Hein, il faut bien. Est-ce que les portes ont été fermées? Parce que c'est là où les gens s'enfuient. En fait. Parfait. Bon. Parfait. Donc les biais de perception. Donc nous sommes enfermés ici, un Mhm. peu comme votre cerveau tout moche dans sa boîte crânienne. Voilà. C'est une métaphore. Pensez-y, votre cerveau est enfermé à l'intérieur de votre boîte crânienne, à l'intérieur de laquelle il n'a accès à, en définitive, quasiment rien du monde extérieur. Quasiment rien, ce qui est très peu. Très très peu. Si on prend par exemple la perception du son, ce qu'on perçoit en définitive, c'est des basses autour de 20 Hz et des ultrasons autour de 10-20 kHz à une patate près. Au-dessus, en dessous, il se passe plein de choses, mais on n'entend que dalle. Alors pour ce qui est de la vision, c'est encore pire. Le champ électromagnétique va de plusieurs centaines de kilomètres de longueur d'onde pour les ondes radio à quelques femtomètres pour les rayons gamma qui font très mal. Et entre les deux, votre œil est sensible à une longueur d'onde entre 700 et 400 nanomètres à peu près. C'est la lumière visible. Voilà. Au-delà, vous voyez que dalle. Et on appelait ça donc la lumière visible. Voilà. Et même sur un graphique en logarithme comme ça, c'est vraiment pas énorme sur tout ce qu'on pourrait percevoir si on avait Voilà. vraiment accès au monde réel. Et pour les myopes, c'est très très dur. Cette blague est drôle quand le PowerPoint fonctionne. Ah ouais, c'est très dur pour les Voilà. myopes. Voilà. Désopilant. Et en toute objectivité, votre perception du monde, eh ben, elle est quand même plutôt médiocre. Hein, Alors il y a faut d'autres reconnaître. sens. La température, par exemple, entre le zéro absolu qui est absolument froid et les millions de degrés qu'on a à la surface des étoiles, ben, votre corps il est viable et sensible dans une fourchette qui est vraiment à l'intérieur de entre 0 et 100 degrés. Voilà, quand C'est on vraiment voit les extrêmes. Hein. Quand on voit qu'on est au bout de nos vies à 0 degré ou à 30 degrés, on se dit qu'on est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Et si on reprend le son, parce que j'aime bien le son, je suis musicien, et ben, si on reprend le son, on se rend quand même compte qu'entre l'inaudible et l'onde de choc, eh ben, il se passe quand même pas grand-chose par rapport à tout ce qui est possible. Donc, conclusion, votre perception de l'environnement est... Médiocre. Voilà, je suis désolé pour vous. Ouais, c'est pas de bol. Vous n'êtes pas recalé parce que vous avez la moyenne, mais bon, c'est pas... Donc, mais malgré tout, on n'a pas l'impression d'être enfermé dans une boîte crânienne quasiment étanche. Comment ça se fait, Vlad Tapas? Globalement, on s'en sort plutôt bien et on le vit pas trop mal, hein, il faut le dire, parce que notre cerveau, c'est quand même un putain de badass qui se paye le luxe de reconstituer un monde extérieur à partir de données extrêmement parcellaires et réduites. Ou alors, le cerveau est trop stupide pour savoir à quel point il est nul. Non, j'ai dit tout à l'heure que moi je serais gentil avec leur organe. Alors tu dis ce que tu veux, mais moi je vous dis votre cerveau globalement il s'en sort très bien. D'ailleurs vous êtes tous là. Les portes sont fermées, on s'en fout, on dit ce qu'on veut. Ah c'est pas faux. Ah. Alors revenons à votre cerveau qui est dans sa boîte enfermée. Donc le monde extérieur est hors de la boîte. Il se passe plein de choses, il y a plein de stimuli. Et le cerveau va en capter quelques-unes, quelques bribes, très peu. Et il va les utiliser. Et ces informations, en fait, il va les transmettre aux générations suivantes. Donc le cerveau, son but, c'est de garder le reste du corps en vie. Et un cerveau qui fait bien son job, il va permettre que le corps transmette les gènes qui font des cerveaux qui donnent des comportements appropriés. Ok ? Ça s'appelle comment ça ? Et tout ça c'est le résultat de la sélection naturelle dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Et c'est
à cause ou grâce à cette sélection naturelle, que votre cerveau baigne entre autres dans la certitude qu'il perçoit le monde tel qu'il est. Mais C'est une erreur. illusion. C'est une illusion totale. Parce que la carte n'est pas le territoire. Et on va se répéter, hein, mais votre cerveau n'a accès qu'à un monde qui est mental, qui n'est pas le monde réel. C'est une représentation. Voilà, vous vivez dans votre propre matrice personnelle, votre propre reconstitution du monde. Mais le monde extérieur, il existe pourtant bel et bien. Et il faut bien évoluer à l'intérieur. Et donc, vous avez plutôt intérêt à ce que vos représentations mentales soient les plus conformes à la réalité extérieure. Il est impératif pour survivre d'halluciner utile. Ok. Important. Voilà, votre cerveau consomme plus de 20% de l'énergie totale de votre corps. C'est énorme. Et ses fonctions les plus élaborées, comme la pensée consciente et rationnelle, sont aussi les plus coûteuses et les plus lentes surtout. Et tout ce qui est lent vous fait courir le risque de ne pas répondre suffisamment vite au danger. Alors, par rapport au danger, moi je tiens à vous féliciter tous, parce que vous êtes tous de très très beaux organismes. Oui. Il y a de très beaux organismes dans la salle, je les ai vus. Hein. Oui. Et en fait, vous êtes le résultat d'une histoire évolutive. Vous êtes là parce que, au cours des générations suivantes, tout s'est bien passé. Et donc, dans l'évolution, l'arbre évolutif qui ne ressemble pas du tout à ça, mais qui ressemble plutôt à ça. D'ailleurs, il n'y a pas de baleine dans celui-là. Bah, les baleines, la branche est cassée, je pense, c'est pour ça. Et donc là, vous avez donc sur la périphérie tout ce qui vit à l'heure actuelle. On est tous équidistants du centre où on a les premiers êtres vivants. Et entre vous et les premières cellules, il se passe quelque chose qu'à peu près 50 000 milliards de générations. Il n'y a pas de chiffre, hein, donc c'est à 2 zéros près, c'est à la louche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes là parce que si on remonte dans votre arbre, à chaque génération, sur 50 000 milliards de générations, sans qu'une seule fois il y ait eu une erreur, tous vos ancêtres ont réussi à vivre assez longtemps pour se reproduire. Ce qui est encourageant. C'était pas gagné pour tout le monde. Mais ce qui est encourageant. Ce qui est encourageant pour vous. Donc je vous félicite d'avoir été assez futé pour exister et être présent ici aujourd'hui. Je vous félicite, on peut vous applaudir. Remerciez vos parents et grands-parents pour les relations sexuelles, s'il vous plaît. On va pas aller jusqu'à là. Non, ça, c'est pas. Donc vous êtes là grâce à votre cerveau, qui est un organe de survie. Un organe qui, par définition, a permis à vos ancêtres de survivre jusqu'à vous, pour que vous puissiez vous-même continuer un petit peu ce qui s'est déjà passé. Arrête les allusions. Amusez-vous. Voilà, et votre cerveau est composé de tout un tas de modules, de tout un tas de petites routines qui lui permettent de se figurer des représentations du monde et surtout de lui donner du sens. Voilà. Donc tu es en train de nous dire que le monde extérieur, en fait, on ne perçoit que quelque chose qui est faux. En fait, on n'a accès qu'à un monde mental qui n'est pas réel. Voilà. Si je traduis. C'est ça, une représentation du monde extérieur, tout à fait. D'accord. Et si moi je te dis que pourtant, moi j'ai l'impression d'être là, nous sommes à Lyon, n'est-ce pas? Avec une belle image de Lyon. C'est raccord. Hein. Et que voilà, et que je vois très bien que nous sommes là, que nous sommes soixantaine, que tu mesures 1m92, c'est évident, je le vois. Et selon toi, tout ça n'est qu'une illusion, ça n'existe pas. Non, je mesure bel et bien 1m92. Non, en vrai, c'est une illusion. Oui, tout ça, c'est totalement une illusion. Oui. Donc rien n'existe. Ah, oui, alors, non, voilà. Je remercie Mandax d'avoir commis cette erreur qui était écrite sur le papier. Quand je dis que ce que nous avons, c'est des représentations du monde et que tout ce que nous recevons, enfin tout ce que nous interprétons, ce sont des illusions, ça ne signifie pas que le monde extérieur n'existe pas pour autant. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il était essentiel d'halluciner utile. Ce qui se passe, c'est que le monde extérieur dans lequel vous évoluez, il est bel et bien là. Il n'y a aucun problème, le monde réel, il existe. Mais les représentations mentales que nous nous en faisons ne sont pas forcément conformes à la réalité. Mais pour pouvoir survivre, pour pouvoir évoluer dans ce fameux monde, eh ben, il faut qu'on hallucine et qu'on ait des hallucinations qui coïncident avec la réalité. Certains experts en sciences cognitives considèrent qu'on passe notre temps à halluciner et que tous ceux qui sont arrivés jusqu'à cette génération, c'est ceux qui avaient des hallucinations qui coïncidaient le plus avec la réalité. On fera d'ailleurs peut-être une expérience pour vous montrer que vous savez halluciner comme il faut. On espère, on fera. Mais avant ça, on va voir que en fait, vous ne captez pas grand-chose du monde réel. Et pour ça, on a l'expérience de Troxler, donc c'est l'effet Troxler, voilà, que vous allez faire là, en direct. Donc il suffit de regarder la croix au milieu, je laisse Vlad vous expliquer. Voilà, alors cette expérience a pour but de vous montrer que votre cerveau reconstitue vraiment ce qui se passe. Et que ce qui se passe, c'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Si vous fixez la croix au milieu, vous allez constater que les ronds roses vont très très vite disparaître. Et qu'à la place, on va voir un cercle vert qui circule autour de la croix. Donc tout le monde voit la tache verte qui bouge, elle n'existe pas. C'est pas de chance. Par contre, les points roses, ils existent.
Et vous ne les voyez plus. Mais bon, moi, je prétends que je n'ai pas ces hallucinations et que je perçois le monde tel qu'il est, que j'ai accès à la réalité qui dépasse ce que les mortels peuvent percevoir. J'ai accès au réel, moi. Déjà, Hein? je te dirais d'arrêter de te la péter et d'arrêter de faire des slides dégueulasses. C'est le bon goût. C'est très le bon goût. Voilà. Et ensuite, En tout cas, je sais que j'ai raison. je te dirais encore une fois que c'est une illusion. C'est ce que j'ai décidé de croire. Si c'est ce que tu as décidé de croire, je peux pas faire grand-chose. Bah voilà, tu fais rien. Peut-être éventuellement faire une expérience. Ah oui, pour- d'accord. Oui, une expérience, d'accord. Voilà. Très bien, faisons une expérience, d'accord. Donc on va faire une expérience, d'accord. Donc tous ces signaux rentrent dans le cerveau va les analyser et il va vous recracher une perception générale. Et vous avez accès à ces perceptions. Donc vous saviez que l'image 1 ou 2 vous plaisait plus, sans savoir pourquoi. Parce que le cerveau en coulisses, il fait tout le boulot pour vous. Il ne demande rien, il est payé très peu d'ailleurs. Ouais, hein. Et 20% quand même. Hein. bon, il est payé beaucoup. Et voilà. Et vous n'avez accès qu'aux résultats sans savoir ce qui se passe avant. Et tout ce processus aveugle avant, eh ben, c'est tout ce qui est dehors de l'inconscient, mais le vrai inconscient. Et pour ça, le travail que le cerveau fournit, même si moi je n'aime pas trop votre cerveau parce que c'est un organe qui est très moche, je pense qu'on peut l'applaudir. On Voilà. va l'applaudir. Hein. C'est pour vous, S'il hein, vous c'est plaît. votre cerveau qui fait tout ça. Hein. Oui, hein. On sait aussi une excuse pour se faire applaudir à peu de frais. Hein. C'est pour l'ambiance. Voilà. Et donc, j'avais promis tout à l'heure qu'on ferait une expérience pour voir si vous savez halluciner. Vous êtes Oui. prêts? Super. Donc, à 3, vous allez halluciner, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 3. Voilà. On est d'accord qu'il n'y a pas un seul visage sur l'image. Même en bas à gauche, il n'y a pas du tout de profil. C'est juste un vase. Et pourtant, vous avez tendance à voir des visages partout, même sur les toasts. On a Comme- dit qu'on évitait ce genre d'illusion. Non, mais c'est Madonna. Comment on appelle ce phénomène, Vlad? Et tout ça, c'est la pareidolie. La pareidolie, donc, c'est qui est une capacité qu'on a à voir des choses qui n'existent pas. Ici, en l'occurrence, des visages. Voilà, on voit beaucoup de visages. C'est le truc qui revient le plus facilement. On voit des visages partout dans les nuages. etc. Voilà, Donc parce là, que j'ai- comme on l'a dit tout à l'heure. Attends, j'ai encore un exemple. J'ai Ok, deux exemples. C'est bon. Un exemple de visage. Oui. On voit un visage. Je suis désolé, attendez, il y a un visage. Attends, j'ai un pointeur là. Moi, je vois complètement David Là, j'ai Hasselhoff un à chaque fois. œil, j'ai un nez, j'ai une bouche. Enfin, c'est carrément un visage. Arrête, Vlad. Et là, j'ai un visage quand même, là aussi. Bon, ok, il est pas beau, mais j'ai carrément un visage. Non? Bon, alors en fait, pas du tout, hein, il n'y a pas de visage. Alors, est-ce que tout le monde voit le chien? On voit l'oreille du chien, l'autre oreille du chien, le museau du chien, la queue du chien, le dos du chien. Et pourtant, on voit, j'y arrive pas, mais pourtant, on voit un visage là. Bon, bah, je suis désolé pour vous, mais donc vous hallucinez. Parfois, pas toujours utile d'ailleurs. C'est pas de bol. Voilà, vous voyez des petits visages partout parce que, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, le cerveau il sert en grande partie à l'interaction avec les humains. Et du coup, on a tendance à voir un petit peu des humains partout, même des humains pas très. Enfin, qui ont des problèmes. Voilà. Ouais. Et donc, c'est dû à quoi ça? Eh ben, c'est dû à un module de reconnaissance des visages que nous avons tous, sans exception, dans notre hémisphère droit. Oh, l'autre, comment tu sais ça, toi? Je sais que T'as c'est dans été fouillé les cerveaux des gens. Ouais, non. Je sais que c'est dans l'hémisphère droit parce qu'on a fait des expériences. Alors, pas nous personnellement, parce que pour pouvoir faire cette expérience, il faut rencontrer des gens qui ont les deux hémisphères qui ne communiquent pas. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, ça veut juste dire qu'ils ont concrètement leurs deux hémisphères qui ne communiquent pas. Parce que comme vous savez, le cerveau est divisé en deux hémisphères, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Jusque-là, c'est extrêmement simple. Et les deux hémisphères communiquent grâce à un corps calleux. Et il arrive que certaines personnes aient leur corps calleux qui est défectueux, qui a été carrément retiré pour soigner des maladies. Par exemple, ça se fait en chirurgie de temps en temps. Voilà. Et du coup, les deux hémisphères ne communiquent plus. Autre chose qu'on sait, tout le champ visuel droit communique avec l'hémisphère gauche et tout le champ visuel gauche communique avec l'hémisphère droit. À partir de là, on peut commencer à faire des expériences. Donc on a pris des personnes qui avaient leurs deux hémisphères qui ne communiquaient pas et on a fait flasher dans leur champ de vision ce tableau. Voilà, qui est un tableau d'Archimboldo. Sur lequel vous voyez tous un visage, on est d'accord? Voilà. Eh bien, si on fait flasher ce tableau dans leur champ visuel gauche, l'information est traitée par l'hémisphère droit, pas de problème, tout le monde voit un visage. Par contre, si on prend ce tableau et qu'on le fait flasher dans le champ visuel droit,
information traitée par l'hémisphère gauche, les personnes voient des fruits. Il voit plus le visage. Ils voient plus le visage et du coup, on a pu en conclure que toute la partie qui servait à la reconnaissance des visages se situait donc dans l'hémisphère droit. Dingue. C'est beau. Mais la perception qui nous semble immédiate, unitaire et insécable est en réalité le produit de l'agencement de plusieurs signaux dans le cerveau. Voilà. Tu comprends mieux ce que je voulais dire, Mandax. Non, mais j'avais compris dès le départ. En fait, je jouais l'ingénu pour les besoins du spectacle. Oui. Tu le sais, ça, non? Bref. C'était la partie où on ne connaît pas notre texte. C'est ça. Tout le reste est connu sur le bout des doigts, comme vous l'avez constaté. Maintenant, du coup, on va revenir à la boîte qui se trouve dans le cerveau, qui se trouve dans la boîte. On n'a pas de Quand on aura de budget l'argent, pour les effets On spéciaux. prendra un gros budget effets spéciaux et effets sonores. Donc voilà. Et tout ce qui se passe dans ce merdier là, c'est quand même super intéressant. Et j'aimerais qu'on aborde, comme on a 5 minutes, la question très simple de la conscience. Parce que c'est quand même pas un truc compliqué. Pas ambitieux du tout la question Voilà. de la conscience. Hein, Qui a inspiré beaucoup de très beaux artistes qui ont fait des très beaux dessins, de très bon goût, parce que la conscience, c'est de très bon goût toujours. Les prochains slides, c'est moi qui les fais. Non, tu mens. Théorie d'esprit, niveau 4. Il ment. Donc, et notamment la question de la conscience du temps. Est-ce que on a tous conscience du temps de la même manière? Est-ce que le temps existe pour de vrai? Enfin, tout ce truc-là. Globalement, il y en a qui se marrent et qui ont l'impression que le temps passe vite, mais j'en vois qui se font chier. Et du coup, pour eux, là, ils doivent avoir l'impression qu'on parle depuis 6 heures. C'est dommage pour eux. Et nous, c'est très dur aussi. Parce que nous, on joue avec tous vos temps différents. C'est très compliqué. Et donc, pour essayer de gratter un peu la question du mystère de la conscience du temps, il y en a qui ont fait des expériences, notamment l'expérience de Halley, je crois. Hein. De Libé. De Libé, d'abord. Libé avec sa variante, celle de Halley. Tu avais presque raison. Et Matsuhashi. Et Matsuhashi. Ouais, c'est ça, je sais. Voilà. Expérience qui pose la question. La question qui est, à quel moment avons-nous conscience de faire ce que nous faisons, ce qui est beaucoup moins con qu'il n'y paraît? Je la répète. À quel moment avons-nous conscience de faire ce que nous faisons? Vous allez dire, bah, quand je le fais, je sais. Eh bah, peut-être pas, en fait. Voilà. Et du coup, bah, pour ça, ils ont mis en place une expérience plutôt bien branlée. Moi, j'y aurais pas pensé. Expérience pour laquelle on va avoir besoin... Ah bah, c'est moi. Voilà. Ah, on a du matériel de dingue. On n'a jamais eu de chaise pour le faire. d'un cobaye. C'est la première fois qu'on a le budget pour avoir une chaise pour l'expérience. Non, c'est moi. C'est moi. On va laisser le mandat. Parce que là, c'est dangereux. Voilà. Là, c'est dangereux. On ne devrait pas le perdre. Il vaut quand même mieux que cet exercice soit réalisé par un professionnel parce qu'on va demander au cobaye de faire un mouvement sec du doigt dès qu'il en éprouve le besoin. L'envie, le désir, tout ce qui va. Donc, je bouge exactement quand j'en ai envie. Pile quand tu en as envie. D'accord, j'en ai pas envie. Tu le fais pas. Ah, ça y est, voilà. Bah, tu le fais. Voilà. Et donc, à partir de là, on va mettre en place un protocole qu'on va pas développer parce qu'il est hyper complexe, à base de bip. C'est tout un joyeux merdier. Vous irez lire le papier. Hein. Voilà. On va mettre en place un protocole pour déterminer le moment où le sujet, cobaye, éprouve l'envie de lever son doigt. Voilà. Et puis, comme c'est de la science, on va lui brancher des électrodes sur la gueule. Partout. Voilà. C'est plus drôle. C'est la partie agréable du truc. Sinon, c'est pas de la science. Alors, qu'est-ce qu'on observe? J'appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Voilà. On observe qu'à un temps T, le sujet va bouger son doigt. Pas de problème. On observe que un peu avant, bon, en fait, on a fait l'expérience dans plein de laboratoires. Les chiffres varient, mais globalement, la tendance est un peu la même. La tendance est toujours la même. Un peu avant que le sujet ne bouge son doigt, il éprouve le besoin, l'envie de bouger son doigt. Encore plus intéressant que ça, avant ça, et parfois même ça peut prendre du temps, avant ça, on observe, grâce à ce qui est branché dans la tête, une activité cérébrale spécifique au mouvement du doigt. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On appelle un potentiel de préparation. C'est le potentiel de préparation. Donc, en gros, on a 3 choses. On a le mouvement, on a le moment où je sais que je vais bouger, et on a le moment où le cerveau envoie l'ordre. Et ce qu'on s'appelle ça, c'est que si la conscience de bouger arrive après que l'ordre soit parti, parfois même jusqu'à 10 secondes avant que le doigt bouge pour de vrai, en fonction des protocoles, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai conscience de faire le mouvement que je le fais. C'est peut-être plutôt l'inverse, en fait, qui se passe. C'est parce que je bouge que j'ai conscience de le faire. Du coup, se pose une question vertigineuse, une question mystérieuse. Ça fait peur. Qui décide d'un chien dans la tête?
Et bah, Alors voilà, donc là, attends, on laisse un petit peu mariner dans la question, parce que Ouais. c'est une question quand même vachement angoissante. La réponse est, on ne sait pas. on sait pas. On Mais c'est bien. On cherche, et donc ça fait plein de trucs à chercher. Et donc la science progresse parce que oui, la science, la plage. Voilà, et il y a des gens qui posent des tas de questions telles que celles qu'on vient de poser, qui ont l'air de pas grand-chose et qui au final sont super intéressantes et donnent des réponses vertigineuses. Voilà, donc les questions C'est sur la chouette. conscience, c'est encore en cours pour l'instant, et dès qu'on en Mhm. saura plus, on vous le dira. Mais ça met déjà un peu en place la perception et la conscience. Donc si on résume un peu tout ce qu'on a fait comme expérience depuis la deuxième partie, Voilà. mon cher Vled. Eh ben, dans un premier temps, on a vu qu'on avait dans notre cerveau, précisément dans l'hémisphère droit, un module qui était dévolu spécifiquement à la reconnaissance des visages. Et là, par exemple, vous n'avez pas de visage, mais c'est juste une feuille par terre. Et pourtant, on a vu que avec l'expérience de Tallenbach, que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a sous les yeux, on ne le voit pas. Et tout à l'heure, quand on vous a montré le chien et que vous aviez galéré à le voir, c'était plus ou moins la même chose. Exactement. On a vu qu'on était sensible à des signaux, qu'on percevait des signaux que nous ne sommes même pas conscients d'avoir reçus, avec l'expérience des deux visages. Et l'effet Troxler nous montre qu'on ne voit pas à peu près tout. On voit que ce qui bouge dans notre champ visuel, donc on est aveugle à quasiment tout ce qu'on a autour de nous. Et enfin, Oui, on a vu, grâce à la dernière expérience, celle de Libé, qu'on prenait des décisions avant même d'être conscient que ces décisions avaient été prises. voilà. Donc tout ça, ça invite évidemment à beaucoup d'humilité, hein, faire attention à ce qu'on pense avoir compris. Et donc ça invite à beaucoup de scepticisme. Le scepticisme, c'est on suspend son jugement et on va s'informer avant. Et notamment, pour être sceptique comme il faut appliquer une méthode qu'on appelle la recherche systématique de l'erreur. C'est écrit en gros. Voilà, Là. parce que c'est important, Voilà. En fait, c'est la science. c'est tout simplement la science. On va passer à la troisième partie maintenant, On va passer à la troisième partie. qui est justement Très la mise en pratique de cette méthode. Comment marche la méthode scientifique? Alors c'est la partie chiante, donc je laisse à Vled. Enfin, d'abord, je fais juste une introduction. Donc vous prenez des notes, hein, il y aura un examen à la fin, parce que c'est la science. La science, c'est forcément chiant. C'est très sérieux. Donc d'abord, on fait une distinction. Vous avez la science et les scientifiques. D'un côté, vous avez des individus qui peuvent être des individus charmants ou complètement débiles, ça arrive, des individus pleins de bonne volonté ou malhonnêtes. Et puis en fait, vous avez la science qui est une démarche qui est collective. Et comme elle est collective et que chacun vérifie ce que les autres font, elle est humble, par définition. Et donc nous, on va vous parler de cette partie-là, la partie de la science. Comment ça fonctionne. Sachant qu'il y a plein de défauts qui sont dus à cette partie-là, comment les gens fonctionnent. Ok ? Vled, je te laisse la parole. Alors, dans un premier temps, on a une idée. Voilà, sauf qu'une idée toute seule, une idée désincarnée, c'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée? On va formuler une hypothèse. Voilà, par exemple, tiens, trouve-moi une hypothèse au débeauté. Il fait jour dehors. Très bien, Hypothèse. c'est une bonne hypothèse. Voilà. Eh bien, pour réussir à confirmer cette hypothèse ou l'infirmer, on va faire une expérience. Par exemple, bouger son cul et sortir dehors. Voilà. Bon, c'est très basique, hein. Vas-y. Oui, accélère. c'est pas de la grosse science. Voilà. Voilà, deux cas de figure s'offrent à nous. Ou bien on sort, il fait nuit. Dans ce cas-là, on a infirmé notre hypothèse et on retourne au point de départ et on cherche une autre idée. Ou bien on a confirmé qu'il faisait jour. Et à partir de là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir continuer à partir de ce. On nouvel peut poser état de d'autres fait. hypothèses à partir de ça. Oui, voilà, Il fait on peut- jour parce qu'il y a du soleil. Voilà. Mais on va pouvoir formuler une théorie. Voilà, une théorie à partir de laquelle on va pouvoir relancer un nouveau cycle. On va utiliser cette théorie pour mieux expliquer l'univers. Voilà. Ça, c'est la partie fun. Quand tout marche bien, la théorie, elle explique tout. Voilà. Et on est super content, mais frustré. Les physiciens, quand tout marche bien, ils sont frustrés. C'est chiant. Et d'un seul coup, ils sont heureux parce qu'il y a un truc qui fait que ça marche plus. Voilà, on découvre un fait nouveau qui n'est pas expliqué par la théorie. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se demande si on peut améliorer la théorie pour y incorporer ces faits nouveaux. Deux cas de figure à nouveau. Ou bien, ça fonctionne, parfait, on peut améliorer la théorie. Donc on Et on retourne à la retourne. théorie et on recommence. Ça marche bien, on est content, mais frustré. Ou bien, ça marche pas. Et là, ça fait un petit peu plus chier parce qu'on revient quand même sacrément en arrière. L'intégralité de l'échafaudage qu'on a construit se casse la gueule et on retourne au point de départ. Bon, Il faut trouver une autre idée. Parfois, tout ne tombe pas. Parfois, c'est juste une partie de la théorie. Mais en gros, voilà. En gros, c'est la réfutation. Une théorie est scientifique lorsqu'on peut la réfuter. Donc, lorsqu'on est capable de savoir si on s'est trompé. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les scientifiques, ils aiment bien casser des théories.
Voilà. Un scientifique qui, dans sa carrière, a cassé une théorie, il était plus utile que celui qui l'a faite. C'est fou. Hein. Et donc, cette démarche, elle est fondée sur la logique et sur l'expérimentation. Voilà. Et ça amène deux choses. Ça amène la cohérence pour la logique et ça amène la vérification pour la partie expérimentale. Donc, toute démarche vers la connaissance qui fait l'économie de l'expérimentation, ça ne peut pas faire ses retours d'expérience pour vérifier ce qu'on fait. Okay. Et donc, comme c'était la partie un petit peu chiante, maintenant on va faire un peu de fun, on va vous montrer que même des gens auxquels vous n'avez pas pensé utilisent cette méthode scientifique. Vlad, tu peux prendre quel exemple? Eh ben, je vais prendre un exemple issu de la pop culture parce que j'aime la pop culture et on va prendre le Seigneur des Anneaux, dans lequel on a le vieux scientifique / magicien, Gandalf, qui se dit en voyant l'anneau de Bilbon, dis donc, il est un petit peu chelou cet anneau-là, je me demande ce qui se passe. Alors du coup, il va se poser des questions. Et à partir de ces questions-là, il va se poser ces questions à partir d'éléments qu'il possède déjà. Dans un premier temps, il sait que Sauron cherche son anneau. Alors Sauron, c'est le méchant dans le film, hein, voilà. dans les romans. Hein, voilà. Il sait que Sauron cherche son anneau. Son anneau unique, super dangereux, qui dans les ténèbres va tout lier et tout. Il sait que la description de l'anneau de Bilbon correspond à celui de Sauron. Alors Bilbon, c'est le gentil dans l'histoire. Hein, bon. Voilà. Et puis, il sait que le comportement de Bilbon est quand même sacrément suspect depuis qu'il a trouvé cet anneau. Tout ça, ça le titille un petit peu. Il fait donc une inférence, il se dit, il est possible que cet anneau soit l'anneau unique de Sauron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une inférence? Je vais te laisser l'expliquer, parce que c'est chiant, et donc je m'en vais c'est encore. pas chiant. Ah si, vas-y. Une inférence, c'est une conclusion que vous faites à partir d'éléments que vous savez. Donc, il y a trois types d'inférences. Donc, il y a l'induction, l'abduction et la déduction. Alors, en gros, la déduction, c'est vous avez une règle générale qui marche tout le temps. Vous savez que vous avez un pot avec des billes dedans. Vous savez que toutes les billes sont bleues. Quand je tire une bille, elle est quelle couleur? Déduction, 100%, ça marche tout le temps. L'induction, c'est lorsque on a une jarre qui n'est pas transparente et dedans on prend des billes et à chaque fois elle est bleue. Au bout de 10 fois, on va se dire alors qu'est-ce que contient la jarre? Des billes bleues. On n'est pas totalement sûr et quasiment toutes les sciences marchent comme ça. Dans les sciences de la nature, on fait des prélèvements, des échantillons et on tire des conclusions générales à partir de cas particuliers et donc on a une conclusion qui n'est pas totalement certaine mais qui est raisonnable. Et puis enfin, on a l'abduction où on a retrouvé une bille bleue par terre et on se dit tiens, ça se trouve, elle vient de ce pot-là, on la remet dedans, on n'a aucune preuve, on ne sait rien, c'est totalement arbitraire et c'est ce qu'on fait souvent, mais pas en science, on évite. Et donc notre cher Gandalf, il a fait quoi d'après vous? Est-ce qu'il a fait une déduction, une induction ou une abduction? Il a fait une induction parce qu'il avait quand même des éléments assez convergents. Absolument. Et maintenant, je reviens pour le fun. Gandalf a donc fait une induction. Il avait un faisceau d'éléments, tout des faisceaux d'éléments qui coïncidaient vers cette induction-là. Donc, il formule une hypothèse testable qui va être l'anneau de Bilbon est-il d'anneau unique? À partir de là, si vous vous rappelez ce qu'on a dit avant, il va faire des expériences. Il va mettre en place un protocole expérimental pour tester son hypothèse. Son protocole va se faire en 3 parties. Dans un premier temps, il va questionner Bilbon. Dans un deuxième temps, il va questionner Gollum, qui est le possesseur précédent de l'anneau. Problème, Gollum est introuvable. À partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une collaboration scientifique avec un autre laboratoire spécialisé dans la recherche de Gollum, qui s'appelle Aragorn. Donc la collaboration en science, ça marche bien. Oui, c'est super bien. Et enfin, il va consulter les archives d'Isildur. Voilà, qui est le dernier possesseur connu, avant Gollum. Voilà, on sait de sources sûres qu'il a eu l'anneau unique en sa possession, donc on va aller regarder la bibliographie de l'anneau unique d'Isildur. Voilà. Résultat des expériences. Questionner Bilbon, ça marche pas très très bien. Globalement, il s'énerve, il est chiant, c'est pas super concluant. Voilà. Interrogation de Gollum. Là, ça marche bien. Là, ça marche plutôt bien parce qu'on apprend qu'il a trouvé l'anneau dans le fleuve Anduin, qui est l'endroit dans lequel Isildur est mort et a perdu l'anneau. Donc là, ça coïncide, mais ça ne confirme pas l'hypothèse pour autant. On va donc aller vers les archives d'Isildur qui vont nous apprendre que sur l'anneau unique de Sauron figurent des lettres de feu qui sont spécifiques à cet anneau. C'est le seul anneau sur lequel on trouve ces lettres. Ça va permettre de formuler une nouvelle hypothèse. Cette hypothèse, ça va être, est-ce que l'anneau de Bilbon possède ces lettres? Si je le jette dans le feu, est-ce que les lettres vont apparaître? Nouvelle expérience. On va balancer l'anneau de Bilbon
dans le feu, et tout à coup, sur l'anneau, s'inscrivent les fameuses lettres. Et là, du coup, on peut faire une déduction. Parce que là, on sait qu'on a une règle absolue qui marche. Tous les anneaux qui ont ces lettres sont forcément le anneau unique. Alors, c'est un ensemble qui contient un, mais c'est un ensemble Voilà. général. Et donc, on a bien l'anneau du méchant. Ah, ça fait peur, voilà. Bon. Quand C'était on l'effet aura un spécial. budget effets spéciaux, Oui, ça va mais péter sa quand on mère, fera je vous promets. l'exoconférence en mode... voilà, enfin, Voilà, faut attendre un peu. c'est ça. Et du coup, Gandalf, l'air de rien, dans Le Seigneur des Anneaux, il a utilisé la méthode scientifique pour parvenir à sa conclusion. Et si c'est assez bon pour Gandalf, c'est assez bon pour tout le monde. Voilà. Et la question est, qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on n'applique pas cette méthode? Eh bien, on court le risque d'être la proie de tous nos biais cognitifs. Alors, on va faire un rapide... donc ça, c'est le cerveau. Hein, c'est toujours aussi moche. Et dans le cerveau, donc, vous avez des jugements intuitifs sur le monde qui marchent bien dans un contexte naturel, où les choses sont pas trop compliquées, mais en société, c'est beaucoup plus complexe et du coup, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, les biais induisent des erreurs. Donc, on a des biais de type essentialisme. Donc, Vlad en a parlé, c'est on met les choses dans des cases. Et on va attribuer à tout ce qui est dans les cases des attributs. Ma phrase est moche. Mais bon, on va considérer que c'est dans la nature du canard d'avoir des plumes. Que c'est dans la nature du poulet de voler. De manière intuitive, la première chose qu'on se dit quand on voit un poulet et qu'on ne sait pas qu'ils veulent pas, on va se dire ils volent. Voilà. Parce que les enfants pensent que les poulets volent. Et c'est le même type de choses qui induit certaines personnes à dire que c'est dans la nature de l'arabe de voler. Mais pas la même verbe, vous voyez. C'est le même défaut du cerveau, c'est l'essentialisme qui est à l'origine de toutes les discriminations. Et c'est globalement, Et je crois que c'est une question qui intéresse pas mal les gens ce soir, la discrimination. Donc voilà, ça c'est un truc sur lequel il faut travailler, c'est vachement important. On a tous les biais de confirmation. On a tous tendance, et on fera une petite expérience juste après, quand on a une hypothèse, pour vérifier si elle est vraie, on va regarder tout ce qui nous dit qu'elle est vraie, et on va oublier tout ce qui nous dit qu'elle est fausse. Rends-moi mes S. Et donc ça, il y a toute une constellation de biais de confirmation qui nous empêche de voir qu'on a tort, et parce que c'est pas confortable d'avoir tort. Or, avoir tort et s'en rendre compte, c'est comme ça qu'on fait pour savoir qu'on a eu tort et pour s'améliorer. C'est l'air con, mais quand c'est nous qui le vivons, c'est beaucoup plus dur. On a d'autres biais de perception, ça on les a évoqués tout à l'heure. Donc on a les illusions visuelles, perceptibles, on a aussi des illusions cognitives. Et donc on va voir dès qu'un avion s'écrase, si un deuxième s'écrase 15 jours après, on fera le lien entre les deux. Alors que s'il s'écrase 6 mois après, on fera aucun lien. Et de la même manière qu'en janvier, on a eu plein de célébrités qui sont mortes à peu près en même temps, on en a parlé, on a eu l'impression qu'il y avait une série comme ça qui se déroulait. C'est une illusion. Si on regarde la manière dont les décès se disséminent dans le temps, il n'y a pas de vraie série. Ce n'est pas vrai. On a tout ce qui va être... on aura dû préparer ça. Les biais d'attention, c'est magnifique. On verra si pendant la partie de discussion, on vous montrera une vidéo. Peut-être, ouais, si on a le temps. Parce que c'est juste... C'est frappant. Et ça marche avec quasiment tout le monde. Et on se dit, mince, moi je pensais pas me faire avoir, et ça marche quand même. On a tout ce qui va être donc angoisse existentielle et compagnie, tout ce qui affecte. On est des animaux avec beaucoup d'affect. Et donc on a la raison d'un côté et les sentiments, et bien souvent on oublie un peu la raison parce qu'on préfère croire ça, on préfère penser ça parce que c'est plus confortable, parce que c'est moins angoissant. On a tout ce qui va être les influences sociales. Alors là je ne vais pas détailler, mais on connaît les moutons de Panurge. Quand une majorité pense ça, c'est que ça doit être bien. Sauf ceux qui pensent que si la majorité pense ça, donc c'est mal. Mais eux, c'est pareil. Ils se définissent par rapport au courant. Et donc, c'est des influences totalement invisibles, mais qui sont totalement puissantes. On a le biais téléologique, qui fait que dans la nature en particulier, on va avoir tendance à interpréter quelque chose comme s'il avait un but. Une chaise, elle est faite pour qu'on s'assoie dessus. Ce n'est pas le cas d'un tronc d'arbre par terre. Pourtant, les enfants, lorsqu'on leur demande à quoi servent les rochers, ils servent à ce que les animaux puissent se gratter dessus. C'est une vraie réponse d'enfant à des vraies expériences. Et on se rend compte que c'est un biais qui revient lorsque les gens deviennent un peu séniles. Donc ça reste tout le temps. Tout au long de la vie, on a en tâche de fond cette capacité à tout interpréter en tant que fonction, parce qu'on a tendance à vouloir utiliser les objets de la nature. On a tous dit à un moment ou à un autre d'un élément totalement naturel qui n'avait pas de fonction particulière, c'est fait pour ça. Voilà. Rappelez-vous Pangloss, chez Voltaire. Oui. Nous avons des oreilles pour porter les lunettes. Non, c'est pas dans Pangloss, mais ça, quelqu'un l'a dit après. On a deux jambes parce qu'on a des pantalons. C'est parce que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et tout est fait pour que l'homme puisse se sentir confortable.
Voilà, on a comme autre illusion, donc l'illusion d'agent, on vous en a parlé, c'est que puisqu'on a tendance à penser que les objets ont une finalité, on va penser aussi qu'ils ont une intention, et donc on va penser que la télé elle refuse de s'allumer, que l'ordinateur, que Internet refuse qu'on se connecte, et ça nous énerve beaucoup d'ailleurs. Et ça, c'est un biais cognitif. Et on a tout ce qui va être la dissonance cognitive, et donc je vous invite à aller voir notre chaîne, parce qu'on a un épisode là-dessus, où en fait, la dissonance cognitive, c'est une interview là-dessus. On a plein de choses. C'est lorsqu'on a des éléments cognitifs, donc des éléments sur le monde externe, qui ne sont pas cohérents entre elles. Vous croyez, par exemple, qu'il fait nuit dehors, et puis quelqu'un ouvre la fenêtre, il fait jour. Bon, c'est pas extrêmement angoissant, donc vous allez accepter l'information nouvelle. Mais si vous croyez fermement quelque chose, et qu'on vous donne une preuve du contraire, vous aurez tendance à la rejeter, a priori. Parce que vous rentrez en dissonance, et c'est pas confortable. On préfère avoir un monde cohérent, parce qu'on aime bien penser que nous sommes cohérents. C'est aussi un peu une illusion. Et tout ça, ça fait qu'on a des sources d'erreurs. Globalement, c'est vrai que le cerveau est pas mal daubé quand on regarde ça. Hein. Tu vois ? On peut avoir tendance En à plus, penser. il est moche, il est daubé. J'ai pas de le lire. D'accord. Mais ça marche bien quand même. Mais globalement, le problème, c'est qu'on a plein de sources d'erreurs. On pourrait se dire, bon, elles vont s'annuler les unes les autres. N'y comptez pas, parce que toutes ces erreurs, elles vont bien souvent dans le même sens. Et donc, fabrique ce qu'on appelle des vallées dans la pensée. C'est les pentes de l'esprit humain. Et on va toujours avoir tous tendance à faire les mêmes erreurs. Avoir le même type de jugement, avoir les mêmes préjugés, etc. Parce qu'on marche pareil. Même si on est tous différents, on marche pareil à ce niveau-là. On a tous les mêmes intuitions. Et on a tous, alors voilà, par exemple, dernière expérience qu'on va faire ensemble, dans les biais de perception, par exemple, on voit des choses qui sont invisibles. Si je vous montre ces 4 disques noirs auxquels manque un quartier, vous voyez 4 disques noirs auxquels manque un quartier. Ça va jusque-là. Concept design de Pac-Man. Ouais, bon, alors c'est cheap, mais bon, on fait ce qu'on peut. Si je les mets comme ça, on voit toujours 4 disques noirs avec... il manque un quartier. Et si je fais ça, d'un seul coup, paf, vous avez un carré blanc. Il n'est pas là. Et pourtant, vous faites tous la même erreur. Vous faites tous l'erreur de voir un carré, une forme, alors qu'on a juste d'autres choses. Vous reconstituez quelque chose, dites donc. Et vous avez tous aussi, là, je suis désolé parce que là, du coup, on vous dit que votre cerveau, il est nul, mais le nôtre est pareil. Hein. Mais vous avez tous ici ce qu'on appelle l'angle mort. L'angle mort, c'est très très important parce que l'angle mort, plus vous êtes intelligent, brillant et cultivé, plus votre angle mort, il peut être vachement large. Parce que vous avez confiance dans votre jugement. En fait, l'angle mort, c'est dire que moi, tout ça, bon, on vous a montré tout ça, et vous vous dites, moi, je ne sais pas les savoir. Moi, je suis moins biaisé que les autres. Qui ne pense pas ça ? Vous voyez ? Nous, c'est pareil, on pense pareil. Soyez honnête. Okay. On a tous l'angle mort. Et par exemple, il y a une expérience qu'on peut faire, on peut vous demander, ici, levez la main ceux qui ont le permis de conduire. Voilà. Gardez la main levée si vous pensez que vous êtes un meilleur conducteur que la moyenne. Nous avons dans la pièce une majorité de gens qui sont meilleurs que la majorité. Statistiquement, ça veut dire que ceux qui ont baissé la main sont très 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 mauvais. Oui. Ou que les autres sont biaisés. Vous voyez, donc ça marche pour tout le monde. Ou qu'ils avaient peur qu'on leur demande de venir sur scène pour faire une expérience. C'est possible aussi. Hein. Non. Voilà, donc on a fini pour ça, mais peut-être qu'on peut faire une expérience sur le... Voilà, il y a le truc, merci, on oublie, parce que j'ai envie qu'on continue un tout petit peu, pour vous parler des outils. Parce qu'après, en fait, c'est une table ronde où on va discuter avec vous et je crois qu'il n'a pas envie de vous parler. Si, mais du coup, on va quand même vous parler des 3 grands outils. Et après, on vous enverra vers des ressources sur Internet. Il y a le Cortex, il y a plein de choses. Ça, on vous dira pendant la table ronde. Mais donc, il y a 3 grands outils qu'il faut utiliser tout le temps. S'il vous plaît, messieurs, dames, utilisez le rasoir d'Occam, utilisez la théorie de Russell et la maxime de Hume. Alors, dit comme ça ne parle pas beaucoup. Mais je vais laisser Vlad vous parler du rasoir d'Occam qui est là. Alors, le rasoir d'Occam, c'est le fait de supprimer les éléments dans une pensée que vous avez qui ne sont pas utiles pour cette pensée, justement. En fait, c'est le fait de supprimer le superflu, tout simplement, tailler dans le vif de vos idées. Par exemple, l'hypothèse qu'il y a un dieu qui a une grosse louche qui fait ça dans le ciel pour qu'il y ait des ouragans, elle est coûteuse, l'hypothèse. On la retire, ça marche toujours. Donc le rasoir d'Occam, il va trancher l'hypothèse, on s'en débarrasse, et on va garder les effets de température et de masse d'air froide, chaude et humide. Ça marche aussi bien. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'éléments louches pour l'expliquer. La deuxième outil... Louche. Ah, tu as fait un jeu de mots ? Oui. Mais c'est bien ça ? Oui. Mais dis donc. Deuxième outil, la théorie de Russell. Voilà. Alors, la théorie de Russell, ça illustre le principe de... C'est le principe de précaution. En fait, c'est un non, petit... c'est la réfutabilité. De réfutabilité. Précaution. Le principe de réfutabilité, je vous demande pardon. Et en fait, ça vient d'une petite histoire de Russell, c'est plutôt relié au rasoir d'Occam d'ailleurs.
Russell a dit qu'il n'est pas vraiment utile de se dire qu'il y a peut-être une théière qui gravite autour de l'orbite de Jupiter et qu'on ne peut pas voir parce qu'elle est toujours pile derrière la planète par rapport à la planète Terre. Et que les télescopes ne la voient pas. Donc Voilà. si quelqu'un pose l'hypothèse que la Terre existe, On et peut que pas, personne ne peut vérifier si elle existe ou pas, on ne peut pas réfuter l'hypothèse. on peut pas prouver le contraire. Voilà. On peut pas appliquer la Si méthode quelqu'un scientifique vient qui vous confirme dire- à infirmer. Si quelqu'un vient vous dire que vous avez une âme, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais tant qu'on n'aura pas les outils pour vérifier que l'âme existe, il ne faudra pas prendre ça comme hypothèse, comme si on savait que ça existait pour en tirer des conclusions. Ça peut rester une croyance, ça peut rester une idée philosophique, une option, pas de problème, mais on ne peut pas tirer des connaissances à partir de ça, vu que ça, c'est pas prouvé et que c'est irréfutable pour l'instant. Tant qu'on n'est pas sûr de quelque chose, ça ne sert à rien de le faire rentrer dans notre champ d'idées. Et la troisième outil, c'est la maxime de Hume, parce que donc, c'est Hume qui l'a dit. En gros, il dit que des propositions extraordinaires nécessitent des preuves plus qu'ordinaires. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on va demander plus de preuves, mais que dans un paradigme où on sait des choses, bah, si vous amenez quelque chose qui contredit l'ensemble, bah, il faut amener à la preuve que l'ensemble est faux. Donc qu'est-ce qu'on aurait comme idée que, Je peux voler, tiens. ou par exemple que les Atlantes ont construit les pyramides au hasard. Je te le laisse, allez. Alors Non. si les Atlantes ont construit les pyramides, ça veut dire que c'est pas les Égyptiens. Ça veut dire que l'Atlantide existe. Donc il faudrait prouver que, tout ça avant de pouvoir conclure que c'est vraiment le. Est-ce que c'est clair? Non. Parce que c'est clair pour C'est moi. absolument pas clair. Avant de pouvoir partir du principe que ce sont les Atlantes qui ont construit les pyramides, il y a énormément de choses qu'il va falloir déjà infirmer. Donc ça va nécessiter des preuves plus qu'ordinaires. Voilà. Parce que l'Atlante qui construit la pyramide, c'est une proposition qui est très très Coûteuse. étonnante, coûteuse, extraordinaire. Voilà. Donc si vous avez ça en tête à chaque fois que quelqu'un vous parle de ce qu'il croit, vous êtes en mesure de lui répondre sans l'insulter, sans lui dire que c'est un crétin, juste logiquement, ce que tu me dis, ça marche pas pour ça, ça et ça. Si tu réponds à ces trois critères-là, ce que tu dis, c'est recevable. Et peut-être que j'ai tort. Mais tant que tu ne fais pas ça, ce que tu dis, j'en doute, et j'ai le droit d'en douter, et même j'ai raison d'en douter. Et tout ça, c'est des questions de méthode, hein. La personne peut bien croire en toute bonne foi, par exemple, que les Atlantes ont construit les pyramides, mais de toute évidence, si elle en est parvenue à cette conclusion, c'est que son cheminement méthodique n'a pas vraiment été le bon. Ou alors que ces preuves n'ont pas été fournies, publiées et rendues publiques pour qu'on puisse vérifier. Peut-être qu'on a tort, encore une fois. Voilà. Mais auquel cas, c'est toujours un vice de méthode. Voilà, donc ça c'est les outils. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais là on aimerait bien discuter parce que là, s'il y a des questions un peu plus précises, on peut essayer avec notre faible science d'y répondre. Et puis éventuellement à la fin, on vous montrera une vidéo sur la cécité au changement, qui est assez C'est frappante. rigolo. Voilà, je pense que pour conclure, on fera ça tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Hein, c'est bon ? Merci à tous. Est-ce que ça suscite des réactions, des questions? Est-ce que tout le monde s'est endormi ou c'est pas quelque chose C'était nul à ce point-là. Ou extrêmement clair. tellement trop clair, qu'il n'y a du pas de coup. questions? Il faudrait qu'on fasse des moments où j'articule pas pour que les gens puissent poser les questions. Il faudrait qu'on y pense. Du coup, il va y avoir des questions. Lancez-vous. Non mais merci parce qu'on était en plein malaise là. Et les questions simples, on préfère en fait. Donc, Non, vas-y. mais c'est plutôt une question sur vous. Quel est votre parcours pour arriver aujourd'hui à être ici D'accord. Vlad fait- raconte très bien cette histoire. Non mais en fait, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle montre clairement qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un bagage scientifique de folie pour Je fais juste s'intéresser à ces une questions. pause de 2 secondes. C'est qu'habituellement, on vient là en blouse blanche. Ouais. Alors, par un malheureux concours de circonstances, il a perdu la sienne et moi j'ai oublié la mienne à Lille hier. Bon, c'est le destin. Et C'est ça. donc, en général, on répond avec... Parce que voilà, on vient en blouse, parce que la blouse, c'est l'uniforme de la science, et que ça pose son homme direct. Hein. C'est ça, et la cravate. Donc là, il est la cravate. Moi, J'ai gardé la cravate quand même. Et donc, on essaie aussi de dire, ne vous fiez pas aux blouses blanches qu'on voit dans les pubs. On a des mecs qui sont là, ce dentifrice là, fait blanc que blanc, avec une grande blouse blanche qui ne sert à rien. Et voilà. Mais bon, donc au-delà de ça, le parcours, c'est intéressant, et je te laisse... Voilà, alors nos parcours, Mandac c'est effectivement docteur en sciences dites dures, Presque molle. Pour les matheux, la biologie, c'est Voilà. presque molle. donc docteur en biologie, et moi-même je suis doctorant, mais dans quelque chose qui n'a rien à voir Très très avec, mou, avec les sciences dures. A priori, je suis doctorant en musicologie. la blague.
Blague. Voilà. Et pour autant, même moi, j'en suis venu à m'intéresser de très très près à ces questions et à me familiariser avec la méthode scientifique, hein, à tel point en fait que j'utilise la méthode scientifique maintenant en musicologie. Donc, absolument pas nécessaire d'avoir un bagage, j'allais dire musical, des formations professionnelles, d'avoir un bagage universitaire incroyablement fou. On connaît quelqu'un sur YouTube qui a 14 ans et qui est hyper rigoureux, qui fait des vidéos vraiment impressionnantes dans lesquelles on l'a tout simplement jamais pris en erreur sur le plan scientifique. Il a une chaîne qui s'appelle Gigantoraptor, on peut parler. Voilà. Il parle d'évolution, c'est son truc, il parle de dinosaures. Et il fait des phrases où il n'y a jamais d'erreur de langage. C'est plus dur en biologie, parce que le langage, surtout par rapport à l'évolution, c'est plein de pièges. Par exemple, il dit jamais « ça c'est fait pour ça ». Qui est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, ça m'arrive, pourtant, c'est Voilà. aussi ma spécialité. Et en fait, c'est un garçon qui fait moins de fautes de français que les profs de biologie en collège, lycée et en fac. Et il n'a pas de diplôme. Donc, c'est uniquement sa rigueur à lui, son travail, le fait que voilà, il sait exactement ce qu'il veut dire, et il fait attention de le dire correctement. Et c'est ce à quoi on doit s'employer, nous, parce que notre job de vulgarisateur, c'est ça, c'est d'avoir les bons mots. Les scientifiques, eux, doivent avoir les bons concepts, expliquer tout bien, et nous, on doit rendre ça compréhensible sans trahir ce qui a été dit avant. C'est ça. Donc, diplôme, pas essentiel. Parcours, pas essentiel non plus. Ce qu'il faut, c'est véritablement faire preuve de rigueur et s'interroger constamment sur ce qu'on fait. En termes de parcours, il y a quand même pourquoi on s'est intéressé à ça. Oui. Moi, à la base, je suis passionné par les créationnistes. Voilà. Qui sont des gens qui refusent qu'on leur raconte sur l'évolution. On vient, ils ont un argument bidon, bon, ils savent pas. On vient avec la réponse. Parfois, on vient 4 fois avec 4-5 exemples, on leur explique tout. Et à la fin, ils ont compris l'exemple parce qu'ils sont pas stupides, mais ils refusent d'accepter. Donc d'un côté, on se dit, est-ce qu'ils sont bêtes ? Non. Alors je vous dis, la réponse est non, ils sont pas bêtes. Ils peuvent être même très intelligents. Il y a même un chercheur de l'INRA qui est créationniste. Et on va même aller encore plus loin. Quand on est particulièrement intelligent, c'est beaucoup plus facile de trouver des arguments pour confirmer ce qu'on pense. Voilà. Donc si on peut déjà retirer une idée reçue, les gens qui croient des choses fausses sont aussi intelligents que vous. Et peut-être que vous avez des idées fausses et que vous pensez qu'elles sont vraies. Alors du coup, ça rend plus compliqué la tâche derrière, parce que voilà, il suffit pas de dire vous êtes stupide, on va vous apprendre. Ça marche pas. Et voilà, du coup, pourquoi comment ça se fait qu'ils pensent ça ? À cause des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, c'est intéressant dans le cadre de la zététique. D'où la zététique et la pensée critique. Voilà, et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de... C'était pas connu, en fait. Le mot zététique, vous le connaissez pas. C'est ça, en France... Z-E-T-E-T-I-Q-E, zététique. En France, c'est pas extrêmement populaire et du coup, on a voulu se servir, dans un premier temps, de YouTube, parce que c'est de là qu'on vient à la base. On a voulu se servir de YouTube, qui est, on en a l'impression, le média populaire par excellence actuellement pour transmettre de la connaissance, pour justement transmettre la zététique. Bon, à notre niveau, en tout cas, nous, on a accès à YouTube, on a envie de le faire, et on se rend compte que quand on parle à des gens qui sont des pros de la science, en effet, ils trouvent que c'est bien et qu'il faut le faire et que c'est utile. Du coup, et quand on voit un peu l'état de la société avec tout ce qui est théorie du complot, la théorie du complot, racisme, rejet de l'autre, tout ça qui est... préjugés, théorie du complot, méfiance des élites, etc. Ça vient de là, c'est le fait que les gens ne savent pas comment marche la science. C'est ça. S'ils savaient comment ça marche, ils s'en empareraient, c'est parce que c'est pas compliqué. Quand on fait de la cuisine, qu'on fait un gâteau au chocolat, qu'on rate la recette, on fait de la science. Parce qu'après, on vérifie la recette. On dit, j'ai fait une erreur là, et après, on la refait, et on y arrive. Parfois, même, on améliore la recette avec une erreur. C'est de la science. Pour parler directement, puisque c'est un petit peu de ça qu'il est question, de discrimination et de toutes ces choses-là, il y a un effet qui est super intéressant qui s'appelle l'effet cigogne, qui est typiquement un biais cognitif et qui est un biais statistique. Et il y a eu plusieurs articles extrêmement malhonnêtes qui se sont amusés à montrer des graphiques dans lesquels on voyait une courbe d'augmentation de l'immigration juste à côté d'une courbe d'augmentation des agressions. Et qui en ont conclu à partir de là que forcément c'était les immigrants qui agressaient les gens. Et ça, c'est un biais statistique, c'est ce qu'on appelle l'effet cigogne, c'est le fait d'associer deux mouvements identiques et de dire qu'ils sont tous les deux, qu'il y a causalité. Pourquoi cigogne ? Parce que quand les cigognes reviennent, c'est l'époque où il y a plus de naissances. Du coup, on a eu cette légende que les cigognes apportaient les bébés comme les hirondelles apportent le printemps. Mais les hirondelles, elles n'ont pas un sac à dos avec le printemps, les cigognes non plus. Voilà. Et il y a un site qui s'appelle Spurious Correlations. Oui, c'est génial ça. Où vous pouvez aller donc sur Google, vous tapez ça, et vous avez des graphes aléatoires. Et vous pouvez, moi, ça ici qui m'amuse le plus, vous avez un graphe qui, au cours des années, vous donne une courbe un peu biscornue comme ça. C'est le nombre de noyés, de morts par noyade aux États-Unis. Et
coller très exactement dessus, avec un taux de corrélation de 99%, le nombre de films avec Nicolas Cage par année. Je doute qu'il y ait une causalité, mais notre cerveau, dès qu'il y a deux choses qui bougent pareil, il dit il y a de la causalité. Et c'est un biais aussi, c'est le biais de causalité, on a tendance à avoir ça. Et comme on disait tout à l'heure, globalement, dans la nature, ça marche bien. Quand on sent quelque chose qui court dans le dos, le fait de dire « Ah putain, c'est une araignée !» et de foutre le camp, bah dans la nature, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'effectivement, les araignées, c'est dangereux, et c'est une bonne stratégie de survie de foutre le camp, quand on a ce genre de signal. Alors que c'est pas forcément le cas. Voilà, donc là, on a dépassé la question, mais c'est... Oui. Ouais. Donc, pour plus ou moins combattre tous les préjugés, les choses comme ça que les gens pensent et tout ça, finalement, ce serait d'appliquer à ces formes de raisonnement la démarche scientifique tout le temps. Ce serait le moyen, parce que au final, si les gens sont bornés, on a beau leur expliquer des choses, leur expliquer, finalement, ils ont décidé de ne pas croire. Donc, du coup, ce serait en amont de réussir à leur faire adopter une démarche tout le temps Il y a un truc qui est flagrant déjà, c'est que les gens qui discriminent, ils le savent pas. Ouais. Les gens qui discriminent, ils pensent que ce qu'ils font, c'est bien. Parfois même, ils vont être paternalistes avec les femmes, et donc ils vont être sexistes, alors qu'ils veulent faire bien. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, leur dire « vous discriminez, c'est mal », ils le prennent très très mal, C'est ça. ils se sentent agressés, et pour eux, vous êtes le méchant. Alors que si on leur explique que ce que vous pensez, vous êtes arrivé à une conclusion pour de mauvaises raisons, voilà pourquoi, déjà ils vous écoutent. Après peut-être ils ne peuvent pas être d'accord, mais déjà il faut leur apporter ce qui est vrai, ce qui est faux, pas ce qui est bien et mal. Oui, mais les créationnistes, le problème c'est que il y a l'angoisse existentielle et la vision du monde. Leur vision du monde est centrée autour du fait que voilà, c'est Dieu qui a fait ça comme ça, la Bible dit vrai. Donc quand on remet en cause la création, on remet en cause tout le reste. Mais par exemple, si vous leur expliquez la fameuse théière, La terre de Russell. Terre de Russell. Ouais. Il faut mettre un micro. Mais oui, Russell a pris cette hypothèse par rapport aux croyants. Parce que Russell était un athée, un auteur athée, un philosophe. Et donc voilà, il voulait combattre un peu l'hégémonie de la religion aux États-Unis à l'époque. Donc il a eu cette hypothèse, c'est par rapport à Dieu, bien sûr. Mais quand quelqu'un a tout son sens de la vie qui est basé sur le fait que Dieu existe, qu'il y a une vie après la mort, etc., c'est vachement angoissant de leur retirer ça. Et donc il ne faut pas leur retirer. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'ils acceptent que leur idée, elle n'est pas démontrée vraie. Donc nous, on ne peut pas accepter que ce soit une hypothèse de départ. C'est une hypothèse qui est hors du champ des connaissances. S'ils acceptent ça, la plupart des gens en France croyants sont dans cette démarche-là, on est d'accord. ouais, il n'y a pas de souci, sauf quand les gens après veulent imposer leur... Ouais. C'est pour après la caméra puisse capter la question. Et ça, justement, imposer ces idées aux gens, c'est confirmer ces idées. Si beaucoup de personnes pensent comme moi, j'ai forcément raison. Oui, il y a aussi ce besoin de se rassurer parce que les autres pensent comme moi. Oui, alors je ne sais pas si je vais retrouver mon fil, mais ce que je voulais dire, c'était que c'est de plus en plus... on est une société où on est de plus en plus intelligent, de plus en plus axé à la connaissance, où on a de plus en plus de certitudes finalement. On sait de sources sûres que la Terre est plus ronde, on sait plein de choses, tous, autant qu'on est. Et en fait, concrètement, il faudrait qu'on gagne tous en incertitude, quoi, globalement. Et c'est ça qui est compliqué, quoi, je trouve. Dans tous les registres dans lesquels on pourrait rentrer, que ce soit, on parlait du sujet précédent, ça peut être sur plein d'autres, quoi. C'est ça le problème. Et comment on fait pour gagner en incertitude et pour faire gagner chacun d'entre nous, nos enfants, voilà, dans la vie, quoi. Que chacun soit toujours dans ce... Il y a un petit jeune qui a la solution, c'est Socrate. On n'a pas fait mieux depuis. Socrate, il dit « je sais que je ne sais rien ». Alors c'est pareil, on sait plein de choses, mais plus on sait qu'on ignore plein de choses. Et donc c'est le scepticisme de base. Enfin, la science marche d'abord, je suis sceptique. On me dit quelque chose, d'abord je doute. Et je demande des preuves, et les preuves me délimitent le contexte dans lequel ce qu'on me dit c'est vrai. Je sais que si je reste dans ces limites-là, c'est vrai. En dehors de ça, le modèle physique, moi je ne suis pas physicien, mais le modèle standard, il marche très bien. On découvre, on prévoit des nouvelles particules, et paf, les particules, quand on les cherche là où elles devaient être, on les trouve. Donc tout reste vrai. Si un jour on trouve un truc qui ne marche pas, soit on a fait une erreur, soit le modèle est faux. Mais d'avance, on savait qu'il pouvait être faux. Et donc on l'acceptait.
voilà, on sait de plus en plus de choses, mais il y a aussi que y a pas énormément de découvertes qui soulèvent pas au moins autant de questions. Globalement, la totalité de ce qu'on sait, ça devient de plus en plus colossal, mais de manière un petit peu ironique, à force de savoir de plus en plus de choses en termes de connaissances humaines globales, on est de plus en plus spécialisé ou de plus en plus superficiel. Parce que le temps qu'on accorde à l'acquisition de connaissances, il n'est pas infini. C'était beaucoup plus facile à l'époque de l'Antiquité d'être totalement omniscient sur les connaissances de son époque qu'aujourd'hui. Une personne aujourd'hui qui est même spécialisée en biologie, elle va être obligée de se spécialiser dans un domaine de la biologie végétale, à partir de la biologie végétale de tel environnement, et puis à partir de là, etc., etc., etc. Au final, on sait tellement de choses actuellement que c'est beaucoup plus facile de ne savoir quasiment rien. Par exemple, il y a, à l'heure actuelle dans le monde, c'est fini, il n'y a plus personne qui se connaît tous les pucerons. Il y en a trop. C'est fou, hein. Alors, moi, il y a quelque temps, j'ai entendu parler de la glande pinéale qui serait notre troisième œil et qui nous permettrait d'avoir notamment des capacités d'intuition, clairvoyance. Donc vous devez certainement mieux le connaître que moi. Ça remonte à Descartes déjà, penser des trucs comme ça. Voilà, et du coup, je me disais que même si effectivement on doit se méfier de nos a priori, de nos préjugés, si on a toutes ces facultés dans notre cerveau, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on se fasse un petit peu confiance par rapport à ce qu'on voit, et tout ça, c'est pas ici pour rien. En fait, il faut voir l'environnement dans lequel on évolue, qui n'est pas l'environnement dans lequel notre cerveau a évolué. On a globalement un cerveau qui a évolué dans des environnements beaucoup plus hostiles que ceux qu'on a actuellement, des environnements dans lesquels on avait des prédateurs qui étaient beaucoup plus dangereux. Et du coup, effectivement, avoir des intuitions, se dire j'entends quelque chose, c'est un prédateur, je fous le camp, ça a été extrêmement utile. Le fait de développer des communautés, comme on est des animaux sociaux, ça a été extrêmement utile. Mais là, on n'est plus du tout dans le même contexte. On est dans des contextes dans lesquels la coopération n'est plus du tout la même. Et le rôle de l'intuition, c'est compliqué parce que les gens qui ont des intuitions, ils les ressentent tellement fort en eux que c'est très affectif. Remettre ça en cause, les gens le vivent très mal. Donc on n'est pas là pour dire aux gens qui sont bêtes. C'est pas être bête, c'est qu'il faut comprendre que les intuitions sont des jugements immédiats et on ne sait pas pourquoi on les a. Et donc on va rationaliser en disant je pense ça parce que, et on va inventer des raisons pour lesquelles on pense qu'on est ça, et on peut tomber juste. Sauf que l'intuition, on a même parlé de tous les biais, bien souvent on va avoir des... Alors parfois c'est bénin, on peut se tromper et vivre très bien en pensant que si je me lève du pied droit tous les matins, ça va beaucoup mieux. J'ai cette intuition, je le fais et ça passe très bien, voilà, puis un jour... Si ça fait qu'on se sent bien... Une superstition, mais les superstitieux vivent leur superstition comme quelque chose c'est la même chose pour eux. C'est pareil. Il n'y a pas de différence, vu de dehors. Pendant très très longtemps, ma mère était persuadée que le pain à l'envers sur la table, ça portait malheur. Quand il y avait le pain à l'envers sur la table, c'était intolérable pour elle. Et j'ai déjà fait l'expérience de mettre exprès le pain à l'envers. Oh non, c'est méchant ça. Non mais oui, mais pour qu'elle remette en question son truc, qu'elle se rend compte que maman, c'est idiot, ça n'a pas de sens. Et elle se sentait mal, elle se sentait physiquement mal. Le problème de l'intuition, c'est que moi, quand je sais quelque chose, je veux savoir pourquoi je sais. Si je ne sais pas pourquoi je sais, il faut que je doute de ce que je dis. L'intuition, c'est typiquement, comme je vous ai dit, c'est un jugement immédiat. Et par exemple, est-ce que c'est moral de le frapper ? On sait que non. Et tout le monde sait que c'est pas bien. Et c'est une sorte d'intuition. On a un codage où on sait que c'est pas bien. Cette intuition-là, elle est bonne. En plus, après, on a des valeurs, etc. On pourrait être dans un contexte différent où frapper l'autre, c'est bien parce que on considère que ça le motive. Qu'on est super vénère et qu'on a quand même envie de lui mettre une bonne grosse patate dans sa gueule. On a cette intuition. La fessée aux enfants, il y a des manières, des gens qui ressentent que c'est bien, d'autres qui ressentent que c'est mal. Mais souvent, ils ne savent pas l'expliquer. Après, comment on fait pour juger ce qui est bien, ce qui est mal ? On regarde les conséquences. Est-ce que quand on donne une fessée à un enfant, est-ce que lorsqu'on le punit, ça a des conséquences positives ? Ou est-ce que lorsqu'on le récompense quand il fait bien, c'est mieux ? C'est mieux quand on le récompense. Et la punition, elle n'est jamais efficace. Et ça marche aussi pour les coachs sportifs. Les coachs sportifs qui punissent et ceux qui récompensent, ceux qui punissent, en fait, c'est compliqué, j'ai pas le temps, mais ça marche beaucoup mieux et c'est contre-intuitif. Et quand on leur montre, ils vont avoir tendance à persister dans leur méthode, même si elle est mauvaise.
Et c'est le problème de l'intuition, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils savent pas pourquoi ils croient qu'ils savent ce qu'ils savent. En fait, vous voyez, c'est clair. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, de partir du cerveau, c'est cet élément qui est commun à tous les êtres humains, et il me semble une bonne façon d'aborder les choses. Alors après, c'est vrai, peut-être qu'il faudrait un chapeau, une introduction pour faire la part entre ce qui est de l'ordre des croyances, justement, des religions, parce que vous êtes partie des créationnistes, de la science, des valeurs, mais aussi, comme ça a été dit, avec l'intuition, les affects. Et puis vous, alors, effectivement, vulgarisateur, quelles sont un petit peu les clés qu'on pourrait avoir, nous, en tant que professionnels, en lien avec des publics, où, effectivement, les arguments sont souvent, non pas au rasoir, mais à la serpe, hein, c'est-à-dire que, finalement, avec quelques syllogismes aussi, hein, puisque avec des effets logiques, d'argumentaire à l'emporte-pièce, eh bien, on est souvent un peu démunis. Alors, est-ce qu'il faudrait faire du training de professionnels? Est-ce qu'il faudrait s'entraîner avec des listes effectivement de phrases ou d'idées toutes faites pour pouvoir les déconstruire? Voilà, c'est autant de questions. Là, ça nous prendrait 8 heures ou 20 heures ou 30 heures. C'est compliqué, là. Rien que sur l'intuition, oui, là, on n'est pas prêt. C'est pas une question qu'on a préparée, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et même sans l'avoir préparé, on a des tas et des tas et des tas d'idées qui fusent, qui sont pas organisées du tout. Mais... Non, le cœur du cœur, je pense, c'est avant de juger, vérifions si c'est vrai ou faux. Et il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, et si on leur démontrait que c'est basé sur des informations qu'ils ont mal interprétées ou qui sont fausses, ils seraient capables eux-mêmes de dire ok, dans ce cas-là, je change de vie. Après, on a ceux pour qui c'est plus dur parce qu'ils ont investi de l'affect. Les gens qui sont militants politiques, s'il s'avère que leur cause elle est basée sur des idées fausses, ça ne sera pas suffisant. Mais si on ne fait pas ça d'abord, le reste ne marchera pas. Il faut d'abord commencer par leur dire voilà, on a des faits, on a des choses, et la manière dont vous interprétez les faits, elle n'est pas bonne. Après, voilà, et à partir de là, questionner qu'est-ce qu'on peut conclure à partir du fait que c'est vrai ou faux. Mais j'ai pas en gros, on n'a pas de réponse. Parce que même lorsqu'on amène les outils dont on vous a parlé, et que par exemple ici personne n'est créationniste, admettons, je prends ce risque. Et donc pour tout le monde, c'est un petit peu sclérosant pour ceux qui le sauraient éventuellement. Non mais c'est pas une honte, hein, mais on parle de ça parce qu'en France, cette croyance-là, elle est relativement faible, on va dire. Dans la pièce, tout le monde est capable d'utiliser les outils par rapport au créationnisme et de comprendre pourquoi c'est une croyance qui est fausse. Mais s'il y a des, je sais pas, des gens qui ont des croyances politiques ou des options métaphysiques particulières, il va être beaucoup plus difficile pour eux d'utiliser les outils par rapport à leur croyance à eux. Et c'est l'étape où on échoue. On ne sait pas comment généraliser l'usage des outils. On sait apporter les outils aux gens, ils savent détricoter ce que les autres pensent, ça c'est facile, on y arrive, mais revenir sur soi et les utiliser, on ne sait pas faire. Il n'y a pas encore de méthode pédagogique pour y arriver. Truc tout con, pour revenir sur le créationnisme, il y a énormément de personnes encore en France, et bon, c'est idiot, je prends un exemple un petit peu con, personne en France ne croit dans le créationnisme globalement, mais il y a plein de personnes en France qui croient en le péché originel et qui croient en Jésus. Jésus, dont le seul objectif, c'était de racheter le péché originel de Adam et Ève. Sauf que si le créationnisme n'existe pas, il n'y a pas d'Adam et Ève, et donc il n'y a pas de nécessité de Jésus. Et pour autant, cet argument-là, ça ne fonctionne pas. Alors, pas loin, mais... Oui, mais je trouve que c'est un bon exemple. Ça montre le fait qu'une croyance, elle est rarement isolée. Voilà. Elle est toujours dans un paysage, dans une vision du monde, et il faut être capable... En fait, il faut proposer quelque chose. Il ne faut pas venir en disant « tu as tort, c'est faux ». Il faut proposer un truc qui remplace. Si on ne remplace pas la croyance par quelque chose d'au moins aussi satisfaisant pour la personne, elle va la refuser. Alors pour moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réaction par rapport à ce que vous nous avez exposé et tout ça, et par rapport aux discussions aussi, où en fait, c'est assez frustrant d'entendre et de concevoir qu'il y a une seule vérité qui soit valable pour tout et qui soit mesurée, calculée et décortiquer dans notre cerveau par rapport à tel ou tel système, je ne sais quoi. Et du coup, je replace ça dans notre pratique professionnelle, où je me dis qu'au final, on n'a pas une seule vérité qui s'offre à nous. Enfin, on en a vraiment plusieurs. Et pour moi, la science, elle a une part de responsabilité, mais la vérité, elle se cherche aussi
ailleurs. Donc là, c'est vraiment pas une question, c'est plus une réaction. Ça dépend ce qu'on demande à la science. Nous, on vous a vulgarisé des expériences qui ont été faites qui démontrent que des choses sont vraies et connues. La manière dont vous reconnaissez les visages, c'est parce que vous avez un module là. Et lorsque votre cerveau, si jamais on faisait un trou là, le visage disparaîtrait. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que on sait comment vous réagissez au visage. Chacun est différent, chacun va donc la part subjective, elle existe. Mais on est tous basés, on a tous un génome essentiellement similaire, on a tous un cerveau qui a les mêmes aires aux mêmes endroits, on sait comment ça marche, et il faut accepter qu'on sait ça pour après comprendre comment on l'utilise. Mais il ne faut pas demander à la science de tout nous expliquer et de répondre à toutes les questions. Quel est le sens de la vie ? Je ne sais pas. Et je pense que c'est à chacun de donner, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument croire ceci, cela. Non, il faut accepter que ça c'est vrai. Après, on en fait ce qu'on en veut. Voilà, il ne faut pas dire c'est faux, parce que c'est vrai. Même si le corps est, même si, comme on l'a dit, on a globalement évolué avec la sélection naturelle, reproduction et compagnie, c'est pas pour autant une raison pour invoquer la science et dire à une personne qu'elle a le devoir de se reproduire. Par exemple. C'est pas le rôle de la science. Ça appartient à la manière de chacun de gérer sa vie. Voilà. La science décrit et la science ne prescrit pas. C'est ça. On décrit l'univers, on ne dit pas ce qu'il faut faire. Ah non, les outils, c'est pour, c'est pour être prudent. Quand quelqu'un vient avec une proposition, je suis allé hier au restaurant, j'ai mangé des moules, ça m'a rendu malade, et du coup, j'ai revu ma vie antérieure quand je vivais au Moyen-Âge. Alors la partie, je suis allé au restaurant, pas de problème, j'ai mangé des moules, ça va, ça m'a rendu malade, mince, je connais bien le restaurant, donc oui, mais j'ai mangé avec un tel, il était là, il est malade aussi. Ah ok, donc j'ai une preuve en plus. J'ai vécu ma vie antérieure, là, j'ai bien la théorie de Russell et la maxime de Hume qui font que pour croire ça, il me faut des preuves. Au moins que la personne me dise une phrase en vieux français sur un trésor caché et on creuse, on le trouve. Là, je dis, là, ok mec, là, je te crois. C'est des outils. C'est juste pour pas se faire avoir et ne pas accepter pour vrai des choses douteuses. Après, si vous voulez croire quand même... On n'empêche personne. Par exemple. On peut croire ce qu'on veut, oui. Mais l'irrationnel, ça pousse des gens à refuser le vaccin. Par exemple. Et ça devient dangereux pour la société en général. L'irrationnel dans l'éducation, est-ce qu'on veut que les gens croient ce qu'ils veulent sur les chambres à gaz ? Ça ouvre des questions vastes et variées, mais... Oui, mais voilà, justement. Moi, c'est pour faire le lien un peu aussi avec nos pratiques professionnelles. Effectivement, je trouve que c'est extrêmement difficile de changer quelqu'un qui a déjà... qui pense déjà des choses, qui croit et tout ça, parce qu'il y a tous les biais dont vous avez parlé, la société, ce qu'on pense, notre environnement, tout ça, qui fait que c'est extrêmement dur. Mais par contre, si on agit en amont, je pense qu'apprendre le raisonnement de la démarche scientifique, tout ça, par exemple, moi je sais que je mène des ateliers de découverte scientifique, des choses comme ça, et à chaque problème posé, le gamin, il va justement fonctionner par ça, hypothèse, j'infirme, je valide ou non et tout ça. Et ça, j'ai l'espoir qu'après, ça leur serve, je sais pas, en sciences sociales, en biologie ou n'importe où, qui réappliquent cette démarche. Et du coup, c'est beaucoup plus simple en amont, quand ils sont plus jeunes et tout ça, et qui prennent le réflexe d'avoir ça qu'une personne qui est déjà formée et qui a déjà des certitudes. On en parlait hier à Lille. On en rêve. Vas-y. On en rêve, on en parlait hier à Lille, effectivement, à une table ronde. On aimerait vraiment que se mettent en place des ateliers de méthode, de scepticisme, même ne serait-ce que d'épistémologie. Donc l'épistémologie, c'est la science de la connaissance, dans les écoles. Et même dans les écoles déjà assez jeunes, pour bien mettre en place la méthode. Et on avait une collègue vulgarisatrice qui disait, elle a bossé avec des enfants, les enfants, ils comprennent très bien la méthode scientifique. Intuitivement, ils sont capables de dire, de poser des hypothèses pour tester des choses. Ils l'ont, mais c'est pas cultivé. Parce que dans l'école, on leur apprends par cœur ton truc, récite ton machin, et c'est tout, et tu auras la moyenne. Et ça, c'est le contraire de la méthode scientifique. Voilà. Tu prends la réponse, tu l'acceptes, tu la questionnes pas. Donc,
il faut des connaissances. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire que de méthodes. Ouais. C'est important parce que si on n'a pas de briques, on ne fait pas de maison. Mais si on n'a que des briques et qu'on n'a pas le plan et qu'on ne sait pas comment se poser la question que le plancher, il est en bas et le plafond il est en haut, on ne sait plus après. On a plein de briques et on se fait sa petite cabane tout seul. Elle ressemble à rien, elle est toute moche, elle s'écroule au moindre vent. Mais c'est la nôtre, elle nous plaît. Elle est mal foutue, mais elle nous plaît. Alors que si on apprend en amont comment la faire correctement, on sera prudent et elle nous plaira tout autant, mais en plus, elle sera bien faite. Bon, les métaphores, c'est un peu vaseux, mais... Ouais, mais la comparaison était rigolote, là. Voilà. Mais c'est vrai, la méthode, et plus c'est jeune, mais c'est compliqué. Nous, on connaît les publics un peu adultes et lycéens. Vulgariser les méthodes vers les enfants, c'est un métier à part entière. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas parler être trop abstrait, parler dans le vague. Mais je crois que si on ne veut pas aller vers de plus en plus de nihilisme, d'antiscience et de conspirationnisme, il faut agir urgemment. Et encore une fois, ce n'est pas des réponses qui sont données, c'est des méthodes. Les personnes ensuite sont libres de penser par elles-mêmes. Justement, je suis heureuse de vous l'entendre dire parce que justement dans nos pratiques professionnelles, moi il me semble que la première chose à faire c'est d'accepter l'autre dans sa différence et d'accueillir les personnes avec leurs opinions différentes et leur liberté de penser et d'avoir une opinion différente de la nôtre et de ne pas essayer forcément de les convaincre et de déconstruire leurs pensées parce qu'elles ont suivi une autre méthode de réflexion que la nôtre. Ouais. Déjà, on n'a pas dit convaincre, jamais. Voilà, alors déjà, tout dépend les idées. Parce qu'il y a un truc qu'on répète de manière quasi systématique quand on intervient quelque part, c'est que quand on critique quelque chose, on critique une idée, on critique un mode de pensée, on ne critique pas les personnes. Les personnes sont par définition, par défaut, respectables. Par contre, si une personne commence à vous dire que les femmes valent moins que les hommes, on va peut-être commencer à lui dire qu'il faut qu'elle arrête ses conneries. Si une personne va vous dire que les Arabes volent, c'est dans leur nature, on va peut-être leur dire d'arrêter leurs conneries. C'est compliqué parce que les gens dont on critique les idées pensent qu'on les critique elles. Voilà. Alors ça, on est tous pareils. Si on croit fort quelque chose, dès l'instant que quelqu'un va critiquer, si vous êtes fan de Madonna, et que quelqu'un dit que Madonna, c'est pas terrible, dit c'est pas très gentil. On s'associe tout de suite aux idées qu'on a. Et évidemment, Madonna, on s'en fout, mais il y a des questions beaucoup plus intimes, il y a des intuitions très fortes, etc. Et je suis d'accord, il faut surtout pas qu'on croie que nous, on veut que les gens je pense comme nous. On aimerait que les gens pensent, comme disait Voltaire, je pardonne aux gens de ne pas être de mon avis, mais je ne leur pardonne pas de ne pas être du leur. Il faudrait un peu de cohérence. Ouais. La logique, c'est pareil pour tout le monde. Si les gens sont incohérents, il faut qu'ils s'en rendent compte, il faut leur dire. Parce que sinon, ils vont arriver à des conclusions dangereuses pour eux et pour tout le monde. Et dans la société, à un moment donné, on n'autorise pas les gens à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à penser n'importe comment. Je n'ai pas le droit de penser qu'un tel est inférieur à moi parce qu'il est roux. Si on devait respecter tout le monde totalement, on ne devrait pas oser dire aux gens ok, si tu veux penser qu'un tel est inférieur, je te respecte, tu as le droit de le dire. On a décidé collectivement en société que non, ça on n'est pas accepté. Donc on est sur cette ligne là, on n'est pas au-delà. Hein. Voilà. Et il nous arrive de tracher gentiment la religion. Effectivement, c'est vrai. Pour autant, j'ai fait une vidéo justement sur la religion sur la chaîne, dans laquelle j'explique bien que les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Je veux dire, j'en veux pas à une personne d'être déiste, de penser qu'il y a un créateur, un créateur bienveillant qui agit sur eux. Ça fait partie du domaine des croyances personnelles. On n'a pas le droit de juger ça. Là où on peut commencer à intervenir, c'est quand cette personne va vouloir commencer à justement imposer ses idées aux autres. Là, ça devient gênant. Ça devient extrêmement gênant, surtout si ces idées portent avec elles un bagage qui pue un petit peu. Genre, les femmes valent moins que les hommes, pour reprendre certains passages de la Bible. Désolé. D'autres textes, enfin, c'est pas la question. Oui, mais voilà. mais c'est hyper important, parce que notre message, il peut être mal reçu. Il peut être perçu comme on est scientiste, la science au-dessus de tout, les institutions ne valent rien. Non, on dit que ce qui est important dans la vie, mais en science, c'est distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. On s'arrête là. Et qu'il y a plein de méthodes pour vérifier si ce que je pense, c'est vrai ou c'est faux. Je ne dis pas que c'est bien ou si c'est mal. Si vous voulez penser que Monaco, la chanteuse, c'est une très bonne chanteuse, la princesse de Monaco, je ne vais pas dire si c'est bien ou si c'est mal. En tant que musicologue, En tant que musicologue, il peut dire si c'est vrai ou si c'est faux.
mais c'est la science. Et voilà, il faut pas du tout recevoir ça comme ça. Et une partie du message, et peut-être qu'on l'a mal fait, et c'est important qu'on ait ce retour, c'est que justement, il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous, on vous dit comment ce qui est bien, ce qui est mal. Non, non, on vous dit, voilà, ça c'est vrai, on sait que c'est vrai. Si vous voulez discuter et vous pensez que c'est faux, apportez-nous des preuves. Et peut-être qu'on se trompe. On va quand même potasser les ouvrages pour vérifier. Donc, a priori, on est à jour. A priori, c'est encore vrai pour l'instant. Mais peut-être que demain, ce sera faux. Et voilà. Alors, argument d'autorité, j'ai le micro. Et ça marche des fois. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis obligé d'intervenir parce que c'est 19h passé. On avait donné on a dépassé. Horaire. On a un peu dépassé, mais on a commencé plus tard. Hein. Donc, il y a, si j'ai bien entendu, quelque chose que tu voulais montrer. Alors oui, c'est dur. Je ne suis pas sûr de l'avoir, par contre. Alors je vérifie. Tu cherches pendant ce temps. Que j'ai ma clé. Pendant qu'il cherche, quelqu'un a une question rapide? Alors moi, je voudrais faire une intervention par rapport à l'échange qui a eu lieu là. On voit bien l'intérêt de ce style de rencontre, le propos qui est tenu et la chose qui est proposée par la Tronchambier, où on a parlé racisme, religion, préjugés, discrimination. Ça croise vraiment typiquement l'intégralité de nos champs professionnels. Et derrière, il y a tout un tas de questions philosophiques, de postures, etc., aussi qui surgissent et qui ont surgi dans l'Assemblée. La question là aujourd'hui, maintenant, c'est celle que monsieur posait tout à l'heure et qui est extrêmement importante, c'est concrètement, comment on traduit tout ça dans nos pratiques, comment ça peut avoir un rôle, ça peut jouer un rôle dans notre posture à nous. Ça fait de très jolis bruits. En plus, Thomas, c'est intéressant. Merci. Ce qu'il faut, comme on disait, c'est vraiment juste enseigner la méthode. Et j'insiste vraiment là-dessus, uniquement la méthode. À partir du moment où justement quelqu'un commence à vouloir imposer des idées, là, il faut l'arrêter. On n'a pas à imposer une idée, on n'a pas à imposer un mode de pensée, sauf certains modes de pensée qui sont meilleurs pour la communauté. Par exemple, comme je disais, voilà, quand une personne commence à vouloir imposer le racisme, on va lui dire non, tu t'arrêtes là tout de suite, ça va pas du tout. Et ce type de conclusion-là aussi, le fait de dire le racisme c'est une mauvaise chose, c'est aussi une conclusion à laquelle on peut accéder grâce à la méthode. Pardon, j'ai pas la vidéo. Tant pis. Bon tant pis, on va continuer. Mais je vous invite à vous intéresser à la cécité au changement et éventuellement à taper sur Google The Monkey Business, monkey comme singe. Et ce sont des chercheurs qui font une vidéo pour vous démontrer que vous voyez quasiment rien ce qui se passe. Et ça vous ratez plein d'infos. C'est génial. Très bien. Et voilà. Excellent. Au-delà des questions qu'on a eues tout à l'heure sur la religion, sur des questions un peu fondamentales, il y a bien une première étape qui est loin d'être franchie et loin d'être investie et qui serait intéressant de travailler ensemble, c'est en termes d'outils, comment on peut, dans les ateliers qu'on mène, les relations qu'on a avec les usagers, avec les citoyens, les habitants, dans tout ce qu'on fait les uns les autres, on rentre en interférence et en interface avec les citoyens, on peut instiller ces méthodes-là, les développer, les faire vivre, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, et moi je suis ravi d'avoir un échange où enfin on parle de Nicolas Cage dans le cadre du boulot, c'est vachement intéressant. Essentiel. Les liens de causalité, les biais dans lesquels on est, effectivement, les associations qu'on fait qui sont totalement fausses, ça, c'est des éléments qui ne mettent pas en cause des postures personnelles, des questions fondamentales, mais qui viennent petit à petit construire une vision un peu différente du monde qu'on a, de l'idée qu'on se fait de l'interaction qu'on a avec les autres ou de la manière dont ils réagissent. Et tout le travail qu'on fait dans le cadre du plan de lutte contre les discriminations vise justement à travailler sur la transformation des pratiques professionnelles. Et ces éléments-là, même si le choc des mondes a été parfois un petit peu rude. On a un vocabulaire parfois qui n'est pas toujours adapté au public. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait ces retours critiques. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses, effectivement, même l'essentiel selon moi, qui est transférable et qui est important de transférer. Et dans le cadre du plan de lutte, de la suite qu'on souhaite donner à tout ça, moi je souhaite qu'effectivement on soit force, nous, de propositions pour que
des temps comme celui-là, ou d'autres, des ateliers, des groupes de travail, des éléments du travail avec d'autres acteurs. On citait le Cortex, qui sont des universitaires qui sont agronomes en plus, pas très éloignés, qui ont tout un boulot passionnant sur les discours complotistes notamment, auxquels on a tous collectivement affaire assez régulièrement, et qui permettent d'avoir des clés de compréhension. On est quand même aussi, et ça n'a pas été dit comme ça véritablement, mais face à des situations qu'on ne sait pas gérer nous en tant que professionnels, face à des discours qu'on trouve incohérents ou sur lesquels on n'a pas vraiment de prise, là c'est aussi... Je vous rassure, en fait personne ne sait pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle. Ça donne des outils, ça donne des éléments qui permettent d'attraper au moins un bout et de pouvoir commencer à poser un cadre, une méthode qui permettent à un moment donné, alors peut-être pas de répondre à tout effectivement, c'est pas non plus le but du jeu, mais au moins de pouvoir avoir une relation qui ne soit pas une relation simplement de jugement ou qui ne laisse la part que au subjectif. Et ça, c'est extrêmement important parce que plus ça va, plus nous, professionnels, on est dans des situations de cet ordre-là. Et je pense qu'un certain nombre de ces méthodes, de ces techniques, de cette façon de voir les choses ou de les appréhender est tout à fait utile. Alors du côté professionnel comme du côté grand public, parce qu'il y a aussi tout un tas de supports vraiment fun, vraiment marrants, et qui sont tout à fait utilisables avec d'autres publics, des jeunes, des collégiens, etc. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et puis une dernière remarque quand même, parce que moi, bien entendu qu'il y a des choses à faire dès l'origine, on va dire, et la catégorie des enfants, l'éducation, bien sûr qu'il faut que les briques en question, on les apprenne le plus tôt possible. Néanmoins, on peut avoir 40 balais et apprendre plein de choses et effectivement changer aussi sa posture et prendre en compte des éléments qu'on n'a pas pris en compte avant parce qu'on ne les connaissait pas tout simplement. Donc il y a aussi une capacité d'adaptation de manière générale pour reprendre la théorie de l'évolution. Merci beaucoup à tous.